Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour le chat, comment tu vas le chat? Bienvenue à vous les amis, très content de vous retrouver. Dépotron Minet, n'est-ce pas? Il est très tôt. Non, il n'est pas si tôt que ça. Moi ça va, j'arrive à me lever tôt de ces derniers temps, donc tout va bien. Merci d'être avec moi, si tôt le matin quand même. On n'est pas habitué sur cette chaîne à streamer le matin, je le sais. Mais je suis très content de vous retrouver ici. Dans cette émission spéciale, on est en direct du Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, le Palais d'Iéna à Paris, où se passe un événement dont on va vous parler tout au long de cette émission. Cette émission est une émission qui est en lien avec Backseat. C'est un espèce de before de Backseat décalé dans le temps. On est ici avec le Crédit Mutuel qui organise une journée pour parler de son dividende sociétal. On va tout vous expliquer, rassurez-vous. On va avoir des invités qui vont venir se succéder, on va passer 2 heures ensemble, et puis on va parler d'engagement, on va parler de mutualisme, tiens, le mutualisme pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas trop ce que c'est. On va avoir l'occasion de parler de mutualisme, on va pouvoir parler d'associations, d'entreprises, on va parler de plein de sujets. Comment vous allez, vous ? Super fond vert, t'as vu, il est pas mal. Hein. Ça a l'air trop sérieux pour regarder en pyjama, je vais mettre un pilou-pilou. Non, restez habillés comme vous êtes. Restez en pyjama. Si vous êtes en pyjama, ça me fait plaisir. C'est un honneur pour moi de vous réveiller de bon matin si vous êtes au réveil. Ou si vous êtes en pyjama chez vous et que vous voulez passer un bout de la matinée avec moi, soyez les bienvenus. Ça va et toi, jeune entrepreneur? Moi, ça va, ouais, ça va. Ça va, je suis content de vous retrouver. Thomas Legrand vient de faire un épisode sur le mutualisme. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Ah bon, il a fait un épisode sur le mutualisme, Thomas Legrand? Pour ceux qui ne connaissent pas, Thomas Legrand, c'est un journaliste de France Inter et journaliste de Libération. Et sur France Inter, il fait une émission qui s'appelle Enquête de politique, où il s'interroge sur les ismes. Donc le mutualisme, par exemple, c'est un truc qui l'intéresse, donc il a dû effectivement en faire un épisode. Je ne l'ai pas encore écouté celui-là. C'est une émission dont je suis un grand fan, Enquête de politique. Et j'ai hâte d'écouter l'épisode sur le mutualisme, surtout après la journée qu'on va passer ici, quoi. Si on est tout nu, est-ce qu'il faut mettre un pyjama? Tu fais ce que tu veux, écoute, moi je suis pas là pour donner des leçons, hein, tu sais, pas de souci, hein, tu es chez toi, tu es libre, on est un pays libre, fais donc comme tu veux, quoi. Fais donc comme tu veux. Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. L'isthme du Panama, ça compte? Eh non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous savez que la France est un isthme? Un isthme, c'est une jetée de terre vers la mer. Et bien la France, c'est le passage, plus exactement c'est le passage. La France est un isthme entre l'Allemagne et la péninsule ibérique. Voilà, c'est tout. J'avais appris ça quand j'étais petit à l'école. J'avais appris ce que c'était un isthme. C'est quoi le mutualisme? Est-ce que quelqu'un me spoil? Ne bouge pas, parce que je rigole pas, mais à 10h45, dans 10 minutes, je vais recevoir sur ce plateau, là, tout de suite, à côté de moi, je vais recevoir un premier invité. Il s'agit de Daniel Ball, qui est le président du Crédit Mutuel, qui a publié ce livre pour une société plus mutuelle. On ne peut pas faire plus mutualiste que Daniel Ball. Donc ne bouge pas, reste là, fais-toi couler un café. On va tout expliquer sur ce que c'est que le mutualisme. Et en plus, je suis allé te chercher la personne la mieux à même de t'expliquer ce que c'est que le mutualisme. Un militant mutualiste, un vrai, à l'ancienne. Est-ce que c'est un faux fond ou t'es en public? Non, je suis pas en public parce que le public me regarde moi, mais ici, on est au Conseil économique, social et environnemental, et tout autour de moi, il y a différentes conférences. Donc là, sur le côté, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont en train d'écouter une conférence. Au même moment, dans l'hémicycle, il y a une autre conférence qui a lieu. Pendant ce temps-là, il y a un plateau de BFM TV qui est là, et il y a un plateau de Backseat, de Jean Massier. Voilà un peu le dispositif. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont venues aujourd'hui pour cette journée spéciale sur le dividende sociétal quand les entreprises s'engagent. C'est ça le leitmotiv de cette journée organisée par le Crédit Mutuel. En fait, le Crédit Mutuel reverse chaque année 15% de son bénéfice à des organisations, à des associations. C'est ça le dividende social. Un dividende, je vous rappelle que c'est le revenu des actions. Vous savez, quand vous possédez une entreprise, à la fin de l'année, vous vous répartissez les bénéfices entre les actionnaire. C'est ça qu'on appelle toucher des dividendes. Et ben le dividende social, c'est sociétal en l'occurrence, pardon, ils l'ont appelé sociétal parce que c'est pas que social, c'est aussi sur des enjeux de société avec l'environnement, etc. Le dividende sociétal, c'est le fait que le Crédit Mutuel reverse 15% de son bénéfice à des associations. On en discutera tout à l'heure avec le président du Crédit Mutuel. Il y a quoi au Palais d'Iéna d'habitude? Le Palais d'Iéna, c'est le bâtiment où siège le Conseil économique, social et environnemental. Vous savez, le fameux CESE, qui est composé de 75 membres. Et le CESE, c'est la troisième chambre constitutionnelle de la République. Vous connaissez l'Assemblée nationale, vous connaissez le Sénat,
eh ben vous devez découvrir le CESE. Le CESE, c'est la 3e chambre. C'est là que siègent les représentants de ce qu'on appelle la société civile organisée. Donc ce sont les associations, les fédérations, les syndicats qui sont représentés dans cette institution. La Constitution, bah tiens, vous savez quoi, comme on est sur ma chaîne, c'est le matin, c'est le bon moment, je vous propose qu'on lise un peu la Constitution et qu'on regarde les articles qui parlent du CESE. Article 69 de la Constitution, nice. Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances et de décrets, ainsi que les propositions de loi qui lui sont soumis. Donc le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, a pour vocation de rendre des avis sur des projets de loi, des propositions, etc. Article 70, le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Ça veut dire qu'on peut consulter le Conseil économique, social et environnemental, soit parce qu'on a un projet de loi sur lequel on veut son avis, soit parce qu'on a une question d'ordre un peu plus général sur laquelle on requiert l'avis du Conseil économique, social et environnemental. Voilà comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y en a dans le chat qui n'avaient jamais entendu parler du CESE? Il n'y a pas de honte, hein, bien au contraire. C'est pas très connu comme institution, malheureusement. C'est un lobby officiel. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des associations, quoi. Si pour toi une asso c'est un lobby, oui, tout est lobby alors. Vaguement, je découvre. Assez impressionnant le Palais d'Iéna. C'est très grand et c'est très très beau. Hein. Palais d'Iéna, Art déco, tout ça. Assez spectaculaire. Jamais entendu parler, jamais. J'en ai jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Ok, vous avez jamais entendu parler du Conseil économique, social et environnemental. Bon bah aujourd'hui, c'est pas une émission sur le Conseil économique, social et environnemental, c'est une émission un peu plus spécialement consacrée au mutualisme et aux dividendes sociétal du Crédit Mutuel. Mais à l'occasion, je vous en reparlerai si vous voulez du Conseil économique, social et environnemental. Je peux vous dire qu'il y a 175 membres qui sont les conseillères et conseillers membres du CESE. Tous issus d'organisations de la société civile. Ils sont nommés pour 5 ans par chacune des organisations. Ils n'ont pas le droit d'accomplir plus de 2 mandats consécutifs. Comme le président de la République, il y a une interdiction du cumul dans le temps. Et les organisations représentées au CESE sont déterminées par le président de la République sur rapport d'un comité transpartisan. Voilà. À prévoir donc une émission pour présenter le CESE. Et c'est marrant parce qu'en 10 ans sur Twitch, je l'ai beaucoup présenté le CESE. J'ai même fait des streams en direct du CESE et tout. C'est pas la première fois que je viens au Palais d'Iéna faire des streams. Mais on en refera, il n'y a pas de souci les copains. Moi je suis là pour vous aider, donc voilà. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. S'il y a des gens qui débarquent et qui ne comprennent pas pourquoi je suis en train de parler du CESE, c'est parce que nous sommes ici au CESE, nous sommes au Palais d'Iéna à Paris pour un événement organisé par le Crédit Mutuel sur le dividende sociétal. Dont on va vous parler dans quelques minutes avec le président du Crédit Mutuel qui a accepté de venir répondre à mes questions. Et on va tout vous présenter, on va essayer de tout vous présenter et de tout vous expliquer. Je suis désolé, je m'embrouille un petit peu l'esprit. Parfois, je dis crédit social au lieu de dividende. Pardon, on parle bien du dividende sociétal. Donc, c'est l'argent des bénéfices du Crédit Mutuel qui est reversé à des associations. Je suis un vieux mais jeune dans la chaîne. Eh bien très bien, il n'y a pas de souci. Ça fait pas 10 ans que je te suis. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, c'est normal. Soyez les bienvenus, hein. Si vous débarquez sur cette chaîne, rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, je suis là pour essayer de vous présenter des institutions de la République, essayer de parler de la politique dans tous ses aspects. Et aujourd'hui, on va parler de la politique dans un aspect un peu particulier, qui est l'engagement d'entreprises mutualistes, comme le Crédit Mutuel, en faveur de grandes questions sociétales, en faveur de l'environnement, en faveur de la solidarité, etc. Le CESE produit beaucoup de rapports de qualité, mais l'immense majorité de ceux-ci restent inutilisés. Est-ce que cette image est juste? Malheureusement, c'est un peu le cliché qu'on a assez souvent. Oui, c'est malheureusement, le Conseil économique, social et environnemental n'a pas de caractère obligatoire, donc le gouvernement n'écoute pas toujours ce que dit le CESE. Et c'est dommage parce que le CESE fournit un travail de fond. Pour le coup, c'est vraiment un travail de fond qui est fourni ici sur des questions qui touchent au travail, etc. Pour vous donner la composition du CESE, il y a 52 représentants des salariés,
donc les syndicats, CGT, CFDT, FO, Solidaire, etc., etc., etc. 52 représentants des entreprises, exploitants agricoles, artisans, professions libérales, mutuelles et chambres consulaires. 45 représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont 8 représentants des Outre-mer. Et enfin, 26 représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement. Donc il y a 26 membres qui sont des associations écologistes. Genre France Nature Environnement, vous voyez le genre. Donc voilà quoi. Mais en tout cas, il va falloir s'habituer, il va y avoir du bruit autour de moi les amis. Il va y avoir du bruit autour de moi pendant toute l'émission. C'est normal, on est ici dans un immense hall dans lequel ça réverbe beaucoup, ça résonne beaucoup. Et il y a autour de moi un grand nombre de personnes. Est-ce que le MEDEF est représenté au CESE? Bien sûr, au titre des entreprises, bien sûr. Ils font des rapports super intéressants. Il me semble qu'ils en ont fait un sur le droit de vote à 16 ans, si je ne me trompe pas. C'est possible. C'est possible. Je vais vous donner des intitulés de rapports qui ont été rendus par le CESE, l'évaluation des politiques publiques environnementales, la santé mentale des jeunes, les inégalités de genre et la santé des femmes, la précarité du travail et de l'emploi. Voilà quelques intitulés d'avis du Conseil économique, social et environnemental qui ont été rendus récemment. Est-ce que le Crédit Mutuel fait part du CESE ? Je suppose, oui, il y a des représentants du mutualisme au CESE. Alors, est-ce que le Crédit Mutuel, en tant qu'entreprise, est représenté au CESE ? Je ne pense pas. Mais le mutualisme a des organisations qui représentent le mouvement mutualiste. Et oui, à ce titre-là, il y a une représentation au CESE. Est-ce qu'il y a une buvette ? Bien sûr qu'il y a une buvette. Évidemment qu'il y a une buvette. Bien sûr. Tonnerre d'applaudissements, merci à tous, c'est très gentil. Applaudissements pour la buvette, évidemment. Alors que nous n'allons pas tarder à recevoir mon premier invité, chers amis, comme je vous le disais, on va passer 2 heures ensemble, vous et moi, on va passer 2 heures à rencontrer des gens passionnants qui vont nous expliquer ce qu'on fait ici, c'est quoi le mutualisme, c'est quoi le dividende sociétal du Crédit Mutuel, pourquoi les entreprises mutualistes sont des entreprises intéressantes dans leur fonctionnement démocratique. On va parler de tout ça. Oui, envoyez-le-moi. Envoyez-moi Daniel Ball, mon premier invité, qui va venir s'asseoir juste à côté de moi. Tchoum, tchoum, tchoum. Incroyable. Bonjour Daniel Ball. Bonjour. Vous allez bien ? Je vais très bien. Installez-vous, je vous en prie. Mettez le casque, Ouais. Ça va nous isoler un petit peu. Et normalement, vous m'entendez beaucoup mieux. Je vous entends bien. Alors n'hésitez pas à bien parler dans le micro, s'il vous plaît. Ok, ça marche. Voilà, Daniel Ball, merci beaucoup d'être avec nous. Daniel Ball, vous êtes le président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Je voulais vous poser une première question. Comment vous êtes arrivé là ? C'était quoi votre parcours personnel ? Je crois que vous êtes un militant du mutualisme, c'est ça ? Oui, j'ai démarré au Crédit Mutuel très jeune, comme salarié, comme presque employé aux Écritures. Ouais. Et puis j'ai eu la chance, parce que cette entreprise m'a donné cette possibilité de progresser, d'avoir de nouvelles responsabilités, d'être directeur général, puis de devenir président. Effectivement, le mutualisme, c'est un état d'esprit déjà. Alors, expliquez-moi, c'est quoi le mutualisme ? La première chose à prendre en compte, c'est satisfaire le besoin de notre client. Et ça, c'est fondamental. Alors vous allez me dire, toute entreprise a... Oui, jusque-là, c'est une entreprise que vous me décrivez. Ah, mais on est clairement une entreprise. Oui. On est une entreprise. Oui, mais un peu spéciale quand même. On est une entreprise qui cherche la performance, qui cherche le profit. Je n'ai aucun doute là-dessus, parce qu'une entreprise qui n'est plus dans cette dynamique-là, sa pérennité risque d'être remise en cause à terme. Par contre, c'est ce que nous faisons de ce profit. Et ce profit, aujourd'hui, nous avons fait le choix de le partager. Mon discours en interne est toujours le même. Nous devons créer de plus en plus de valeur pour mieux partager la valeur. Et quand je parle de valeur, c'est évidemment la valeur telle qu'elle est financière, mais en étant très respectueux des valeurs qui sont les nôtres, les valeurs de respect, les valeurs de solidarité, les valeurs de responsabilité qui sont absolument essentielles. Pourquoi vous organisez cette journée ici au CESE ? C'était important pour vous d'être au Palais d'Iéna ? Oui, le CESE est quand même une assemblée un peu particulière. C'est celle qui représente la société civile. C'est une assemblée qui prend souvent à son compte des sujets sociétaux qui sont négligés par les politiques. Et nous, en tant qu'entreprise mutualiste, en tant qu'entreprise à mission, nous voulons justement montrer le rôle fondamental que nous pouvons mener.
nous ne faisons pas de la politique au sens où beaucoup l'entendent, et pourtant on fait vraiment. C'est pas de la politique partisane, mais vous avez un impact sur la société. C'est vraiment ce qu'on recherche. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est que ce fameux dividende sociétal dont c'est l'objet aujourd'hui? Oui, alors le dividende sociétal, c'est un concept très simple. Nous avons décidé d'affecter chaque année 15% de notre résultat net consolidé à de l'investissement à impact environnemental et sociétal, à des actions de tarification solidaire, à des actions de mécénat et d'accompagnement de la vie associative. Pour faire simple, notre résultat de 2024 était d'un peu plus de 4 milliards d'euros, ce qui nous permet d'affecter 619 millions d'euros en 2025 à ce dividende sociétal. Alors j'allais vous demander, on parle de 619 millions d'euros en 2025 que vous allez donc redistribuer à des causes qui vous tiennent à cœur. C'est la 3e édition de cet événement aujourd'hui sur le crédit sociétal. Depuis le début, ça représente combien ? Depuis le début, on a mis plus d'1 milliard, puisqu'on est monté en puissance, 400 millions la première année, 500 millions l'an dernier, puis cette année, on a plus de 600 millions en budget. Bon, et vous financez quoi très concrètement ? Alors on finance des choses très, très diverses. On finance d'abord de l'investissement. Nous intervenons en fonds propres dans de jeunes entreprises qui ont des projets qui ont un fort impact environnemental. Bon, je peux donner un exemple. Allez-y, on a le temps. On est aujourd'hui investi dans 26 entreprises. J'en prends une qui est l'énergie osmotique. Généralement, on ne sait pas ce que c'est que l'énergie osmotique. Donc nous avons une start-up qui vient nous voir, qui nous dit « Nous avons développé aujourd'hui un concept qui permet de créer de manière absolument répétitive et sans limite de l'énergie par la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée. » On a mis ça en point dans un laboratoire. Nous avons besoin de fonds propres maintenant pour construire une première centrale expérimentale. Et donc aujourd'hui, nous avons mis des fonds propres et une première centrale expérimentale est en train d'être construite dans le delta du Rhône. Et voilà, donc le retour d'investissement risque d'être extrêmement long. Nous en avons réalisé d'autres. Le deuxième aspect, c'est ce que nous faisons vis-à-vis de nos clients. Par exemple, leur offrir gratuitement toutes les prestations aux associations clientes, offrir un prêt à 0% aux étudiants, offrir un prêt à 0% à celles et ceux qui veulent changer leur mode de mobilité pour opter pour la mobilité douce. C'est la suppression du questionnaire de santé que nous avons mis en œuvre pour toutes les personnes qui veulent acquérir leur résidence principale. Et le dernier volet, c'est de l'accompagnement du monde associatif qui va de la petite association locale jusqu'aux grandes ONG nationales. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui font comme vous ? Parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends parler d'un dividende sociétal d'une entreprise qui reverse volontairement des dividendes au monde associatif, entre autres. Non, aucune ne va aussi loin dans la démarche. Maintenant, je ne vais pas dire que d'autres entreprises ne sont pas engagées, d'autres entreprises ont des actions de mécénat, ou d'autres entreprises accompagnent. Mais est-ce qu'il y a nous l'avons structuré. Nous l'avons structuré et nous nous sommes engagés dans la durée. Parce que nous avons affirmé, notamment dans notre plan stratégique Ensemble Performance Solidaire qui va jusqu'en 2027, nous avons dit clairement, nous affecterons chaque année 15% de notre résultat. Et ça, c'est dans les statuts, ça c'est écrit. Dans les statuts, nous avons mis que nous sommes entreprise à mission, ça c'est clairement dans les statuts. Être entreprise à mission, c'est prendre des engagements, c'est vérifier que ces engagements soient tenus. Nous avons un comité de mission présidé par Fleur Pellerin. Nous avons un organisme tiers indépendant qui vérifie chaque année si nous respectons bien les engagements que nous avons pris. Et donc, avec ce dividende sociétal, on va au bout de notre démarche. Et lorsqu'on dit qu'on affecte 619 millions d'euros, lorsque nous serons en Assemblée Générale l'année prochaine, nous devrons rendre compte de l'affectation de ces 619 millions d'euros. Alors, c'est intéressant, on a une question dans le chat qui dit « Mais vous restez quand même une banque, le Crédit Mutuel. Vous êtes une banque. Une banque, ça cherche le profit. » Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ? Non, il n'y a aucune contradiction. Au contraire, nous voulons, et je l'ai dit tout à l'heure, être toujours plus performants. La performance, elle est essentielle pour une entreprise. Une entreprise qui n'est plus performante, à terme, elle périclite. Nous, au contraire, on veut continuer à être une des banques françaises les plus performantes et on a aujourd'hui la meilleure performance opérationnelle de toutes les banques françaises. Après, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette performance ? Vous avez la meilleure performance opérationnelle de toutes les banques ? Absolument. Ça veut dire quoi, performance opérationnelle ? Ça veut dire tout simplement le meilleur rapport entre les revenus qui sont générés et les charges que nous avons. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Et là, on est performant. Et on continue à être performant, notamment par notre modèle de banque coopérative, notre modèle de banque très décentralisé,
qui met la responsabilité et la décision sur le terrain. Et ça, c'est la clé de la performance. Alors une autre question dans le chat, pourquoi vous avez décidé de vous arrêter à 15%? Pourquoi pas plus? Oui, évidemment, on aurait pu aller au-delà. Lorsqu'on a fait ce choix, on a eu de vrais débats en interne. J'imagine. Parce que c'est pas neutre de dire qu'on affecte 15% du résultat. Puis on est tombé à ce chiffre. Alors, quand je vois que pour un peu plus de 4 milliards d'euros de résultats, ça nous permet de dégager plus de 600 millions d'euros, ça nous permet quand même d'agir. Sur ces 600 millions d'euros, on met 109 millions cette année sur l'accompagnement du monde associatif et le mécénat. Ça nous donne des moyens pour intervenir aux côtés de grandes ONG. Et nous venons de lancer un plan en liaison avec un certain nombre d'ONG, les Restos du Cœur, le Secours catholique, le Secours populaire, qui est vraiment ciblé sur l'enfance en grande difficulté. Est-ce que c'est une spécificité des entreprises mutualistes de faire ça? Est-ce qu'il n'y a que les entreprises mutualistes qui peuvent faire ça? Non, le statut d'entreprise à mission, tel qu'il ressort de la loi Pacte, doit pouvoir être adopté par toutes les entreprises. Alors sans doute que lorsqu'on est entreprise... Vous parliez d'une culture tout à l'heure du mutualisme, il y a une spécificité quand même. Lorsqu'on a la culture mutualiste et coopérative telle que nous l'avons, c'est sans doute plus facile. Lorsqu'on est une entreprise cotée en bourse et qu'on a comme repère l'évolution de son cours de bourse, c'est un peu plus difficile. Mais cela étant, moi je suis vraiment convaincu qu'être entreprise à mission, que mener ses actions amène une amélioration de la performance globale. La performance aujourd'hui d'une entreprise, elle est évidemment financière et elle doit rester financière, mais elle est également extra-financière. Une question aussi dans le chat qui est intéressante, c'est qu'une entreprise mutualiste comme une banque mutualiste comme la vôtre, c'est une entreprise démocratique. Oui. Est-ce que ce sont les sociétaires qui décident d'où va aller l'argent du crédit sociétal, du dividende sociétal? Alors, ce sont évidemment pas les sociétaires qui vont décider chaque fois de l'affectation. Les représentants des sociétaires élus ont voté. La décision de mettre en œuvre le dividende sociétal, on l'a prise dans ce qu'on appelle notre Parlement mutualiste. C'est une instance de 150 personnes composée de représentants des sociétaires. Et c'est donc bien eux qui ont décidé. Ensuite, nous avons des instances. Ce que nous faisons en mécénat, nous faisons beaucoup dans le cadre de la Fondation Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et là, on a un comité exécutif de la Fondation avec des élus mutualistes, avec des salariés, mais également des personnalités extérieures qui nous guident dans les choix que nous devons faire. C'est quoi l'histoire du mutualisme? Alors je sais que c'est une vague question, mais vous pouvez nous expliquer d'où ça vient ce mouvement mutualiste? Au départ, c'est très simple, et notamment pour le Crédit Mutuel qui est né tout simplement pour permettre d'apporter des réponses à la misère notamment dans les campagnes. En quelle année à peu près? C'était fin du 19e siècle. Fin 19e, ouais. C'est parti de là. Et donc ça a d'abord été un mouvement de solidarité. Un mouvement de solidarité géré toujours de manière démocratique, parce que dans nos caisses de crédit mutuel, les assemblées générales sont composées de personnes qui ont chacune une voix. Que je sois emprunteur ou que je sois épargnant, j'ai droit à une voix en assemblée générale. Donc ce principe de fonctionnement démocratique, ce principe de solidarité, c'est celui qui nous permet encore d'avancer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises mutualistes qui ont marqué l'histoire, qui ont fait des événements particulièrement importants? Déjà, Crédit Mutuel, par exemple. Crédit Mutuel, je crois, parce que quand même, avoir mis en œuvre ce concept de dividende sociétal, nous restons aujourd'hui quand même les seuls à donner cette dimension. Ensuite, non, l'économie française est très largement avec des coopératives. Les 3 principales banques sont des banques coopératives mutualistes. Nos confrères de Crédit Agricole et de PPCE sont également dans ce statut. Les banques populaires, oui, dans le monde agricole, la coopération agricole est extrêmement présente. Ensuite, on a un certain nombre de SCOP qui sont très efficaces. Chèque déjeuner est également, qui a changé de dénomination, est également une entreprise coopérative. Non, c'est un vrai mouvement qui continue à avancer et qui est très moderne en définitive. Dans votre livre qui s'appelle « Pour une société plus mutuelle », Daniel Ball, vous écrivez, vous posez la question, est-ce que le mutualisme est une alternative à l'ultralibéralisme? Oui. Vous pensez que par les temps qui courent, on est face à un contre-modèle qui peut proposer quelque chose de mieux que l'ultralibéralisme? Oui, clairement. Et on le met en œuvre. C'est ça qui est important, c'est de voir qu'aujourd'hui,
nous refusons l'ultralibéralisme au Crédit Mutuel, mais nous sommes quand même clairement dans une économie de marché, nous sommes dans une économie concurrentielle, nous sommes parfaitement conscients que le jour où l'entreprise ne sera plus rentable, elle n'existera plus. Donc nous voulons simplement démontrer que être performant, ça permet aujourd'hui d'être contributeur efficace pour la société. Et lorsque nous faisons quelque chose de positif pour la société, nous le faisons également pour nos sociétaires, bien évidemment. Bien sûr. Et un truc aussi qui est intéressant, c'est qu'on reproche beaucoup au capitalisme financiarisé d'avoir du court-termisme comme vision et de ne penser qu'à ses profits du surlendemain et encore même seulement du lendemain. Est-ce que vous pensez que les entreprises mutualistes ont un rapport différent au temps et de par leur structure démocratique pensent plus le temps long? Ça, il n'y a aucun doute. Je ne suis pas dirigeant d'une entreprise du CAC 40, je n'ai aucun lien avec mon cours de bourse puisqu'il n'y a pas de cours de bourse. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans la durée. Lorsqu'on établit un plan stratégique, notre idée, c'est qu'est-ce qu'on fait pendant ce plan, qu'est-ce que nous menons. Sur le dividende sociétal, on a décidé de faire ce choix en début 2023. On fera un premier bilan effectif à la fin 2027 et on se reposera la question à ce moment-là. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée de conférence ici au Palais d'Iéna ? D'abord des échanges, ça nous permet de montrer ce qu'on a fait, puisque dans les divers échanges, on a des entreprises auxquelles nous avons apporté une contribution au capital, on a des associations qui sont aujourd'hui soutenues par ce que nous faisons, mais nous avons également la volonté de mieux montrer ce qu'est une entreprise à mission et ce qu'est le dividende sociétal. Mon grand regret, c'est de voir que peu d'entreprises françaises aujourd'hui ont profité de la loi Pacte et ont adopté le statut d'entreprise à mission. Ah ouais, il y en a assez peu ? Il y en a 2000 à peine. Ah oui, c'est rien. Et alors comment ça se fait ? Comment vous l'expliquez ? Et très peu de grandes entreprises. Peu de grandes entreprises. Comment vous l'expliquez ? C'est de la paresse ? C'est de la mauvaise volonté ? Non, je crois que c'est un manque de connaissances, une crainte. Moi, je peux dire que lorsque, avec Nicolas Thierry, qui était président à l'époque, nous avons réfléchi, est-ce que nous devenons entreprise à mission ? On avait des détracteurs qui nous disaient oui, vous allez le devenir parce que c'est un acte de communication. Non, justement, ce n'est pas un acte de communication, bien au contraire, c'est vraiment prendre des engagements. Et ces engagements, et nous l'indiquons d'ailleurs dans le livre, nous estimons que l'ensemble des entreprises pouvaient le faire. Lorsque la loi Pacte a été votée, il était question d'une loi Pacte numéro 2. Malheureusement, elle n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui, mais j'aimerais bien que cela revienne, et notamment propose de véritables incitations aux entreprises pour qu'elles y aillent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des questions dans le chat qui sont intéressantes. Il y en a un qui demandait c'est quoi la différence entre le mutualisme et les coopératives ? Bon, le mutualisme est une forme de coopérative. En tout cas, c'est mettre en commun des moyens pour apporter des réponses d'abord aux clients, et nous allons plus loin que les clients et les sociétaires. Nous voulons également apporter des réponses à la société. Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi la loi Pacte ? Alors, la loi Pacte, c'est la loi qui a créé le concept d'entreprise à mission. Donc des entreprises qui se donnent dans leur statut des missions d'intérêt général. Absolument. Quand même pas rien. Effectivement, j'ai une autre question. Le Crédit Mutuel, est-ce que le Crédit Mutuel s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire ? Oui, bien sûr. Nous sommes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Nous sommes une des grandes entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et nous participons à l'ensemble du mouvement. Et nous sommes vraiment militants dans ce sens. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Bal. On se retrouve jeudi prochain. Vous serez sur le plateau de Backseat. Vous nous raconterez ce qu'a donné cette journée. Absolument. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Bonne suite de journée. Je vous laisse y aller. Merci. À jeudi. Et voilà, les amis, on était avec Daniel Bal, donc le président du Crédit Mutuel, qui sera avec nous sur le plateau de Backseat pour le before de Backseat, là, ce jeudi prochain, pour l'émission de jeudi. J'espère que ça vous a plu, les copains. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. On est toujours ici en direct du Palais d'Iéna à l'occasion d'un événement organisé par le Crédit Mutuel pour parler du dividende sociétal dont vous venez d'entendre parler. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous maintenant, le mutualisme ? Parce que je vous avais demandé un peu avant, il y en avait 2-3 qui n'étaient pas tout à fait au fait de ce que c'était que le mutualisme, les banques mutuelles, les entreprises mutuelles, les coopératives, etc. Est-ce qu'après avoir écouté Daniel Bal, vous y voyez un peu plus clair ? N'hésitez pas à me dire, c'est intéressant. Ben oui, c'était très intéressant, je suis d'accord avec toi. Moyennement, ok, il faut encore plus d'informations. Sympa, capitaliste, mais intéressant. Ah bah c'est, oui, entreprise à mission, quoi. Dans entreprise à mission, il y a entreprise.
Actuellement, en télétravail, je bosse au Crédit Mutuel et franchement, la boîte est plutôt sympa. Merci aux gens qui travaillent au Crédit Mutuel de venir témoigner, ça fait super plaisir de vous accueillir. Je vois toujours pas la diff avec les coopératives. Mais c'est la même chose. Le mutualisme et les banques coopératives, c'est la même chose. Le crédit coopératif et le crédit mutuel ont le même fonctionnement à peu près. Alright. Il y avait un peu un côté jargon quand tu posais des questions qui aidaient à rendre les choses plus concrètes. Bah merci, c'est très gentil. C'est fini? Non, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Rassurez-vous, ça ne fait que commencer. Dans quelques minutes, nous allons recevoir une associative, Marion Dolizy-Galzi, qui fait partie d'une association qui s'appelle Un Cabas pour un étudiant, qui fait la solidarité étudiante et qui bénéficie du dividende sociétal, qui va venir nous en parler. Pour moi, le mutualisme prend ses racines dans le mouvement ANAR avec des bourses du travail. Oui, bien sûr. Oui, bah, le mutualisme, ça remonte au 19e siècle. Vous savez, il s'est passé beaucoup de choses au 19e siècle. Hein. Il y a eu beaucoup d'événements divers et variés dans lesquels on a fait naître les premières caisses de solidarité, les premières caisses interprofessionnelles sur la retraite, sur les accidents du travail, sur la protection de la maternité, etc. Et puis il y a eu le mouvement mutualiste qui est né, comme il l'a très bien dit, à la fin du 19e siècle et qui s'est d'abord né d'un mouvement de solidarité. C'est pas des gens qui ont voulu créer une banque pour le plaisir de créer une banque. C'est par solidarité qu'ils ont créé une banque. Aujourd'hui, c'est la réunion du choix des assos pour le CM Events. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ils ne sont pas cotés en bourse et ont une démarche démocratique dans le choix des investissements et des dons. Exactement. Le Crédit Mutuel n'est pas coté en bourse et ils ont une gestion démocratique. Ce sont les sociétaires qui décident en assemblée générale, qui votent sur les grandes orientations de la banque. Ça fait aussi partie de l'influence du socialisme non marxiste originaire du Jura en partie. C'est possible. Vous connaissez mieux que moi l'histoire du socialisme du 19e siècle. Et je vais tout de suite accueillir une nouvelle invitée qui va venir s'asseoir à côté de moi. Bonjour. Enchanté. Bonjour, enchanté. Bienvenue Marion, merci d'être avec nous. Comment tu vas? Mets le casque, tu verras, c'est beaucoup plus agréable. Et là, tu m'entends beaucoup mieux. Ah oui, j'entends un petit peu. T'as vu, c'est plus agréable. Hein. Voilà, n'hésite pas à bien parler dans le micro. Je parle bien dans le micro. Tu viens de Lyon spécialement, c'est ça? Absolument. Le siège de notre association est à Lyon, c'est là où elle est née. Et alors, tu diriges une association qui s'appelle Un Cabas pour un étudiant. Absolument. Pourquoi elle s'appelle comme ça, l'association? Eh bien, tout simplement parce que notre rôle est d'aider les étudiants, notamment en leur fournissant à travers leur parrain marraine des cabas de course. Ce nom un peu vieillot qui est plutôt utilisé. Les cabas, les bons vieux cabas. Absolument. D'accord, ok. Mais pas que. L'association a été créée à Lyon début 2021 Oui. en urgence pour répondre à la nécessité d'aider les étudiants très impactés par la crise. Tu peux nous raconter ce moment, s'il te plaît? Oui, alors ça faisait 1 an qu'on était en crise Covid, ça tout le monde s'en souvient bien, et on voyait dans les médias des reportages sur les étudiants qui faisaient la queue dans des files d'attente pour récupérer des sacs de course. Pendant le Covid? Oui, en fait, ils étaient, si tu veux, ils étaient enfermés à suivre leur cours en distanciel. Tous les restaurants, les ciné, enfin tout ce qui était pourvoyeur en fait de petits jobs étudiants avait fermé. Donc ils n'avaient plus l'une des premières sources de leurs revenus pour pouvoir payer leur loyer, etc. Et en plus, ils suivaient leur cours à distance. Donc ils tombaient dans une précarité à la fois alimentaire, sociale, psychologique. C'était quand même un peu l'enfer. Et donc à ce moment-là, début 2021, fin 2020, début 2021, on voit beaucoup de reportages sur ce sujet-là. Donc moi, évidemment, comme beaucoup, ça m'émeut. Mais c'est surtout le 3 février 2021 où je suis dans le supermarché de mon quartier, donc j'habite Lyon. Et je vois, on est en couvre-feu 18h, il faut vite sortir du magasin. Et je vois dans un rayon une jeune fille qui calcule ses courses, qui additionne ses courses sur son smartphone. Elle a 3 petits produits à ses pieds et je la vois qui repose son paquet de sucre. Et en fait, quand j'arrive à la caisse, ça me monte quand même directement au cerveau. Et je me dis, mais juste, j'aurais pu aller discrètement la voir et lui proposer mon aide. Je suis pas riche, mais j'aurais pu lui payer ses 3-4 courses, j'aurais pu l'aborder pour savoir comment elle allait et comment l'aider. Donc voilà, je sors du magasin, c'est pas possible de la retrouver, je sors du magasin et sur le chemin du retour, je me dis ok,
Des comme elles, il y en a plein autour de chez moi. Comment je fais pour les trouver? Je ne vais pas les taper aux portes. Je pense qu'on risque de peut-être appeler la police. Et ils ne sont pas dans les universités, toujours pareil. Et quand bien même j'en trouverai plein, je ne vais quand même pas pouvoir les aider moi-même. Et donc je me suis dit, il faut que je dilue l'effort de guerre plutôt que de le porter à moi toute seule. Et à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie d'aider. Et je me suis dit, l'idéal, tiens, regarde, les 2 bouteilles d'eau, c'est de faire se rencontrer ceux qui ont envie d'aider et un étudiant qui a besoin d'aide, un étudiant en précarité. Et donc de les faire se rencontrer dans la même ville, mais à l'époque c'est l'histoire de Lyon, et de se faire matcher par quartier. Enfin, je veux dire, on n'est pas plus loin que ça. Et le rôle de ceux qu'on appelle les parrains marraines, les familles, ça sera d'aider les étudiants de 2 façons. Ça n'a pas changé depuis le premier jour. Un, de leur donner des cabas de course, le fameux cabas de un étudiant. Je rappelle que le cabas est un sac dans lequel on met ses courses. C'est juste ça. Voilà, un cabas, si vous avez jamais entendu le mot, un cabas, c'est ça. Peut-être que les grands-parents de tes auditeurs, de tes spectateurs connaissent beaucoup plus ce mot. Et donc de leur remettre d'abord des cabas de course. Il n'y a pas du tout de don d'argent, c'est très important. Les parrains marraines font les courses avec ou sans l'étudiant et leur donnent les courses pour qu'ils puissent mieux manger et plus régulièrement. Et puis surtout du lien social, parce que la précarité, elle n'est pas que alimentaire. La précarité, elle génère aussi de l'isolement, beaucoup. Et ce sont que des jeunes, en fait, qui viennent étudier dans une ville, depuis une autre ville de France ou même un autre pays. On va parler de l'association, mais est-ce que tu estimes aujourd'hui que le Covid a été une période terrible pour les étudiants ? Alors, c'est très important de comprendre, et ça, je pense que maintenant beaucoup de gens le savent, c'est que la précarité étudiante, elle ne date absolument pas du Covid. Ça a été, malheureusement, ça a cristallisé effectivement la précarité étudiante, mais ça existe depuis bien avant, puisque la dernière étude de l'INSEE, 2016, qui est parue en 2018, révélait déjà un étudiant sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, sur 3 millions d'étudiants, on a 600 000 étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est énorme. 1 sur 3 qui ne mange pas à la fin. Exactement. Et ceux qui mangent à leur faim, dans les étudiants très en difficulté, mangent des pâtes midi et soir qu'ils peuvent, un coup sauce tomate, un coup beurre, tout. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas dingo, quoi, en termes d'équilibre. Comment ça se renforce, le lien social? C'est quoi? C'est une discussion autour d'un café? Parce que autant le fait de donner un cabas de course à un étudiant, ça je le visualise assez bien, mais j'imagine que c'est difficile de recréer du lien social. Alors, c'est un peu... on fait en fait se rencontrer des êtres humains qui vont commencer par d'abord se retrouver sans forcément les courses la première fois pour se présenter. Dire ce qu'ils attendent de ce parrainage, sur la base de ces 2 piliers indissociables, course, aide alimentaire et lien social. Et puis, en fait, chacun va y apporter ce qu'il a envie et ce qu'il peut faire. Par exemple, les parrains marraines, ça peut être des gens seuls, des gens en couple, en famille, avec enfants ou pas. C'est peut-être des gens qui vont aimer très souvent aller au cinéma, recevoir régulièrement leur famille et inviter l'étudiant, aller se balader le week-end, faire découvrir le théâtre, l'opéra, que sais-je, faire des jeux de société. On a mais des milliers d'exemples. On a déjà parrainé plus de 6500 étudiants sur 50 villes en France, à peu près. D'accord. Depuis février 2021. C'est énorme. Donc on a des témoignages, d'ailleurs, ceux qui nous regardent peuvent aller après sur nos réseaux sociaux, parce qu'on est partout, et sur notre site. On a plein de vidéos témoignages, à la fois d'étudiants et de parrains marraines, qui racontent en fait ce qu'ils font ensemble. C'est un peu, si tu veux, comme si tu allais faire tes études dans une autre ville et que tu allais chez un oncle, une tante ou un copain de tes parents. Voilà. Vous faites aussi de l'aide aux démarches administratives? Alors, on ne fait pas d'aide. Nous, notre rôle dans l'association, c'est vraiment d'accueillir des parrains marraines qui ont envie d'aider, les étudiants qui ont besoin d'aide, et de les faire se rencontrer dans la même ville. Mais ça existe en tout cas dans ce que peuvent retrouver les étudiants en besoin. Ça peut aller jusqu'à filer un coup de main pour une inscription à un dispositif. Mais on a des tas de parrains marraines qui nous disent, l'autre jour, il y avait une marraine qui témoignait en disant ma filleule avait perdu ses clés, je l'ai aidée sur toutes les démarches pour refaire ses clés. Il y en a d'autres, ça va être sur des inscriptions. Effectivement, ça peut être à l'université, ça peut être pour des papiers, pour des étudiants internationaux. En fonction du besoin de l'étudiant et de ce qui est d'accord d'apporter le parrain ou la marraine, oui, bien sûr. Tout à fait. Il y a un caractère intergénérationnel aussi qui est important, parce que j'imagine que les parrains marraines ne sont pas tous des étudiants. Alors, ce ne sont pas du tout des étudiants. Oui, voilà, c'est ça. Aucun. Non, et en plus, moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, ce lien intergénérationnel. On a une très grande majorité de nos parrains marraines qui ont plus de 45-50 ans. Pourquoi ? Typiquement, moi, j'ai 54 ans, j'ai 2 grands-enfants, j'en ai déjà une qui a quitté le foyer familial, le nid commence à se vider, on a envie aussi de s'occuper, on est plus sensible à ces sujets de jeunesse. Ce qu'on a moins dans nos parrains marraines, ça va être des jeunes parents avec des jeunes enfants, forcément, ils sont très occupés. Et d'ailleurs, je compte beaucoup sur ceux qui nous regardent. Je crois qu'ils sont effectivement ils sont jeunes. Donc, ça veut dire qu'ils ont des parents et des grands-parents qui, eux-mêmes, pourraient être donc parrains, marraines d'étudiants. J'espère qu'après m'avoir regardé, ils vont dire allez, je les appelle pour les motiver. N'hésitez pas à motiver vos parents pour devenir parrain, marraine s'ils le peuvent et s'ils le souhaitent, évidemment, bien sûr. Comment ça se passe, la rencontre la première fois entre un parrain et un étudiant? Un parrain, une marraine et un étudiant, ça peut être chelou parfois, non?
Bah, On se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Bah, alors, il faut savoir qu'il y a de la gêne et de la honte très souvent chez les étudiants qui s'inscrivent chez nous. Et que même parfois, quand ils ont fait la démarche de s'inscrire, il faut que les parrains marraines comprennent que les premiers instants, les premiers moments, les premières rencontres, l'étudiant ne va pas forcément complètement se livrer sur sa situation. Nous, ce qu'on demande aux parrains marraines de faire, c'est de convier l'étudiant dans un lieu neutre, un bar, un parc, en tout cas, de ne pas le faire cette première rencontre au domicile du parrain ou de la marraine. Et puis voilà, ils vont apprendre à se connaître. Et très souvent, le premier jour, pour certains, ils font des courses tout de suite après. Et parfois, c'est la fois d'après. Trop bien. Je me rends bien compte de ce que ça apporte aux étudiants, mais qu'est-ce que ça apporte aux parrains marraines? Alors, dès le début, je me suis rendu compte en fait que les deux étaient en fait nourris au propre comme au figuré. Les parrains marraines, ils se sentent vraiment utiles. Et puis surtout, ils mesurent très concrètement l'effet en fait de leur engagement bénévole, parce que c'est du bénévolat, l'effet de leur engagement bénévole auprès d'un jeune, parce que dès lors que le jeune va se sentir mieux dans sa tête, mieux dans son ventre, dans sa santé, dans sa situation, ça va l'aider à tenir le coup dans ses études, le fait d'avoir quelqu'un qui y sait est dans la même ville pour le soutenir, je veux dire, le sourire quand même revient assez rapidement. Et d'ailleurs, tous les étudiants qu'on interroge nous le disent et ils témoignent et pour beaucoup nous disent mais en fait ça a changé mes études, ça m'a changé ma capacité à mieux réussir mes études. Donc on est sur un sujet d'égalité des chances. Et les parrains marraines, ils nous disent tous que ça leur ouvre aussi, ça leur donne une ouverture sur le monde. Et puis ils transmettent aussi, puisque ils sont en général beaucoup plus vieux que les étudiants, donc ils ont beaucoup de choses à transmettre. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est une initiative très touchante et d'une utilité tristement urgente. T'es d'accord? Ah oui, absolument. Et puis beaucoup ont cru qu'après le Covid, tout était résolu. Pas du tout. Alors justement, c'est une question un peu difficile, mais c'est quoi le bilan depuis la création de l'association il y a 4 ans? Le bilan, c'est que en fait, chaque année, on a de plus en plus d'inscrits. Voilà, et que les étudiants sont de plus en plus en difficulté. Ça n'a échappé à personne qu'on vient de traverser 2-3 années là, d'inflation absolument coriace. Il manque énormément... alors le sujet du logement n'est pas un sujet sur lequel nous intervenons du tout, mais il manque énormément de logements étudiants. Et dans les grandes villes, les prix sont absolument exorbitants. Malheureusement, alors j'adorerais que l'association n'ait plus besoin d'exister et disparaisse demain. Je crois que c'est pas tout à fait prévu. Malheureusement, elle reste utile et nécessaire. Qu'est-ce qui fait que la jeunesse, les étudiants, c'est un moment de la vie particulièrement fragile? Ils sont en pleine construction, t'imagines, quand tu arrives à 18 ans. Le déracinement aussi, loin de ses parents. Bien sûr. Et puis tout d'un coup, tu vas devoir faire tes lessives, faire tes repas. Ça paraît simple... Moi, quand j'en parle, mais tu vois, 18, 20 ans, donc c'est vraiment difficile. Et il y a des tas de villes. Alors, on a implanté des antennes à Lille, à Paris, à Grenoble, Saint-Étienne, Chambéry, Clermont, Bordeaux, Montpellier. Donc, dans les villes dans lesquelles on avait besoin d'avoir des équipes sur place pour trouver encore plus de parrains marraines, parce que c'est notre enjeu quotidien de trouver des parrains marraines. C'est vraiment l'appel que je lance aujourd'hui. Et donc, nos équipes rencontrent les jeunes sur place. Mais beaucoup nous disent, en fait, moi, je vais à la fac, mais je vois tout le monde, on rentre, on sort, personne ne se parle. Je pense que beaucoup d'adultes, de seniors, moi je fais partie des seniors, pensent que quand on va à la fac, on se fait... Quand on va à la fac, on se fait tout de suite plein de copains. D'abord non, on est dans un monde aujourd'hui... On peut être très isolé dans une fac. Et beaucoup plus virtualisé aussi aujourd'hui, il y a quand même un sujet là-dessus. Et puis la précarité, elle isole, c'est-à-dire que quand tu finis tes cours à 17 ou 18 heures, tu es obligé d'aller bosser chez Super U, chez McDo, à Carrefour, je ne sais où, pour payer ton loyer. Tu files, tu sors vite, t'as pas le temps de te faire des copains, et même le jour où on t'invite et t'as le temps d'aller prendre un verre, mais t'as pas 3 € pour être payé un sirop. Voilà. Vous avez bénéficié du fameux dividende sociétal du Crédit Mutuel pour lequel on est ici aujourd'hui. Concrètement, ça a changé quoi pour vous? Alors, évidemment, il y a l'aspect financier, on peut en parler, mais c'est évident. Aujourd'hui, nous, les associations, une association comme la nôtre, en tout cas, son modèle économique, c'est évidemment les partenariats avec les entreprises et le soutien des acteurs publics également, mais à 80-90%, on est soutenu par des entreprises pour pouvoir réaliser... C'est que 10% l'intervention de l'État? Dans notre cas. Dans votre cas. 10-20%. Des pouvoirs publics, je veux dire. Oui, 10-20%. 10-20%. Okay. C'est aussi un choix, ou c'est aussi l'opportunité qui a fait que ça s'est passé ou que ça s'est pas passé. Moi, je viens du monde de l'entreprise. Pardon, j'étais chef d'entreprise. Donc, j'ai une relation, une affection très particulière pour les entreprises et une vraie conscience du rôle qu'elles peuvent jouer dans la société. Les pouvoirs publics, les politiques publiques ne peuvent pas aujourd'hui répondre à tout. D'accord ? Nous, citoyens, personnes morales, personnes physiques, entreprises, citoyens, on a un rôle à jouer.
on a la capacité d'être beaucoup plus agile aussi, beaucoup plus rapide parfois, et en tout cas de venir en complément des politiques publiques. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les entreprises parce qu'on est des partenaires à double titre. Évidemment, il y a le soutien financier donc d'entreprises comme Crédit Mutuel Alliance Fédérale, dont la Fondation nous soutient pour 3 années consécutives. Ok, pour 3 ans. Ouais, donc il y a le soutien financier, il y a le soutien extra-financier à travers des formations, de l'accompagnement, du mécénat de compétences. Et puis, il y a l'engagement des collaborateurs. C'est-à-dire que nous, chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, tous les collaborateurs sont des parrains marraines en puissance. Donc c'est aussi ça qu'on vient chercher dans le partenariat et on est vraiment côte à côte. C'est vraiment un rôle qu'on joue d'être acteur dans cette société pour... Est-ce que le Crédit Mutuel vous demande des comptes ? Alors, j'utiliserai absolument pas cette expression. Moi, j'ai fait exprès de l'utiliser, juste pour te provoquer. Je me doute bien, merci. Ce ne sont pas des comptes. Et d'ailleurs, j'ai dans 15 jours rendez-vous justement pour faire un bilan. Et c'est plutôt de dire, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que grâce à vous, et voilà ce que ensemble on a réussi à réaliser depuis 6 mois, 1 an. Voilà. Et donc, on fait des points d'étape. Voilà, mais j'appellerais pas ça rendre des comptes. Il y a une question dans le chat, c'est est-ce qu'un parrain habitant à la campagne, loin d'une fac, peut être utile à votre association ? Alors, excellente question. Merci d'avoir posé cette question parce que j'ai oublié de préciser qu'il faut, qu'il faut en effet que les parrains marraines habitent plutôt dans ou très près des villes étudiantes. Voilà, si on habite, alors je ne sais pas si quelqu'un ici est de Bordeaux et qu'on habite à 50 km de Bordeaux, en fait, ce qu'on veut, c'est rendre le parrainage et la relation humaine fluide et facile. Donc si tu habites trop loin, c'est pas facile. Je comprends tout à fait. Il y a aussi la question du logement. La quête d'un toit s'avère être semée d'embûches pour la moitié des étudiants. 18% sont même dans des difficultés très importantes. Est-ce que c'est un sujet dont les étudiants parlent ? Absolument. Absolument, c'est une catastrophe. On sait qu'il y a des étudiants quand même qui vivent toute leur année scolaire en vivant dans leur voiture. Donc ça, c'est un sujet. Alors nous, c'est une réponse que nous n'apportons pas, parce que c'est vraiment un autre métier, et ça n'est pas le nôtre, le logement. Et d'ailleurs, on demande aux parrains marraines de ne pas proposer à leurs étudiants... De les héberger ? Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu qui est quand même très différent. Voilà, c'est un enjeu qui est vraiment très différent de se rencontrer, de se voir régulièrement, de faire des activités et d'accueillir. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on leur demande. Oui, on leur interdit pas, mais c'est pas quelque chose qu'on leur demande. Ça ne fait pas partie. Et on leur conseille même plutôt de ne pas forcément le faire. Il ne faut pas que ce soit choquant. C'est une toute autre démarche qui doit être accompagnée différemment. Il y a aussi le renoncement aux soins qui est très important. Oui, si c'était que ça, le renoncement au chauffage aussi. On peut considérer que c'est du soin en plein hiver. Mais tu as des exemples d'étudiants qui te parlent de leur difficulté à aller trouver un rendez-vous chez un médecin ou mais ils en parlent surtout à leurs parents, et même nous au moment de l'inscription, parce qu'on appelle 100% des étudiants qui s'inscrivent et on forme 100% des parrains marraines qui s'inscrivent également pour donner toutes ces chances de réussite au parrainage. Mais les étudiants, bien sûr, mais évidemment, ils ne vont pas chez le médecin, ils ne se soignent pas, ils ne vont pas chez le dentiste. Les étudiants en précarité, ils n'ont pas les moyens. Un sujet qui est important, c'est celui de la santé mentale. Mine de rien, on en a parlé depuis tout à l'heure, en filigrane un petit peu, sur la question de la solitude, de l'isolement, etc. C'est aussi un sujet que vous prenez en main. Mais c'est une des raisons même, une des raisons d'être du dispositif. Moi, dès le premier jour, le 3 février 2021, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, en fait, je vais mettre en lien des gens à Lyon, puisque ça a démarré à Lyon et maintenant c'est partout, pour faire descendre les étudiants de chez eux, les faire sortir de leur isolement où ils sont devant leur écran, là, en visio, avec que des cases noires, 8 heures par jour. Et en fait, le cabas, ça va être une excuse pour se rencontrer. Voilà. Parce que moi, ce que je veux absolument, avec toute mon équipe, et tous les bénévoles qui nous aident, et tous les parrains marraines, c'est apporter autant la nourriture du corps, avec les cabas de course, que la nourriture du cœur, avec le lien social. On est dans une société qui, depuis l'émergence et l'explosion du digital, dont je suis grande utilisatrice et qui a moi aussi, bien sûr. Mais a quand même détissé beaucoup de liens dans notre société. En tout cas, ça facilite pas. Tu parlais tout à l'heure de la rencontre à la fac. Effectivement, ça facilite pas la rencontre avec d'autres étudiants. Mais bien sûr, j'ai pris le métro tout à l'heure, plus personne se regarde. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réutilise la puissance du digital en permettant à des gens de s'inscrire sur notre site web. Ouais, voilà. Pour se rencontrer dans la vraie vie. Exactement. Donc, c'est un pied de nez à ce digital. Non, mais c'est bien joué, c'est bien joué. Est-ce que vous collaborez avec d'autres associations ? Oui, bien sûr. Avec qui ? Alors, on collabore par exemple avec l'association Copain, très implantée. Ouais, super. On collabore avec des associations comme les Petites Cantines, par exemple, qui sont dans plusieurs villes en France, et on organise des repas avec les étudiants, les parrains, par exemple, dans les Petites Cantines. Alors, on collabore partout. On a des antennes dans les villes que je te citais tout à l'heure. On a des actions de proximité avec les acteurs du terrain, notamment associatifs. Ouais, j'ai vu plusieurs personnes dans le chat faire la réflexion, et elle est intéressante. On a l'impression que face
face à l'enjeu majeur qui est celui de la vie des étudiants et de leur précarité, l'État a complètement abandonné le terrain de bataille et que maintenant c'est des associations comme la tienne, je te vois sourire. Non mais tu vois, il y a un abandon de l'État et on se retrouve à devoir gérer nous-mêmes des cabas de course. Non, il n'y a pas un abandon, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense qu'on doit être tous acteurs. Je pense pas, moi, mais ça c'est une conviction qui est personnelle. Vas-y, dis-moi. Que l'État n'est pas censé répondre absolument à tout, d'accord ? Et que nous, acteurs, que nous, citoyens et entreprises, donc citoyens à travers notamment les associations, on a notre rôle à jouer aussi. C'est qu'en fait, c'est tous ensemble qu'on ira plus loin. Je ne pense pas que l'État doit absolument répondre à tous ses besoins. Non, je ne crois pas qu'il est abandonné. Je pense qu'il y a énormément de marge d'amélioration sur un certain nombre de sujets, sur les sélections des étudiants via de parfaites plateformes là, qui sont au cœur de l'actualité ces jours-ci, parce que les premiers résultats viennent de tomber. Parcoursup, pour ne pas la citer. Et qui envoient... Alors moi, j'ai souvenir quand même à une époque, j'ai fait mes études à Lyon, il n'était pas question, à partir du moment où je rentrais à la fac, que j'aille dans une autre ville. Aujourd'hui, on a quand même un sujet quand même là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'on crée aussi quelque part aussi un peu notre propre précarité. Donc là, il y a des améliorations, notamment là-dessus, sur la construction de logements sociaux, etc. Oui, bien sûr, et de logements étudiants. Comment s'est faite la rencontre avec le Crédit Mutuel ? C'est vous qui avez candidaté ? C'est eux qui sont venus vous rencontrer ? Alors, dans mes souvenirs, je crois que c'est nous qui les avons approchés, en effet, qui sommes allés les rencontrer. Et en fait, l'accueil a été extraordinaire dès le départ. Et moi, ce que j'aime beaucoup, et c'est ce que je disais, il y avait les assises de la Fondation il y a une quinzaine de jours à Paris, auxquelles j'étais présente. Et je leur ai dit, en fait, vous donnez aussi leur lettre de noblesse au mécénat, parce qu'au-delà du mécénat financier, il y a aussi toute une animation et tout un accompagnement des associations, et notamment des dirigeants d'associations, à travers des formations, du mécénat de compétences, qui sont aussi des choses qu'on retrouve chez d'autres de nos partenaires qui sont aussi fidèles depuis de nombreuses années. Je reviens sur la politique dont on parlait juste avant, mais est-ce que vous attendez quelque chose des responsables politiques ? Ou juste laissez-nous tranquilles ? Alors je ferai le lien avec ce que j'ai dit juste avant. Je pense qu'il faut qu'ils se battent effectivement pour qu'il y ait un certain nombre de sujets qui avancent. Sur les conditions des étudiants, parce que c'est bien beau de proposer à tous les jeunes, et l'éducation est évidemment éminemment essentielle, mais il faut voir dans quelles conditions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'un pays comme le nôtre devrait un peu mieux s'occuper de ces étudiants, leur permettre d'étudier dans de meilleures conditions, notamment on parlait du logement tout à l'heure, et l'accès à des logements étudiants beaucoup plus nombreux, mais aussi les étudiants internationaux. On accueille 400 000 étudiants internationaux en France, c'est formidable, c'est une force vive extraordinaire, beaucoup vont rester travailler. Redis le chiffre exact. 400 000 étudiants. 400 000 étudiants internationaux. Sur 3 millions d'étudiants. C'est trop bien. Bah oui, mais il faudrait les accueillir. Il faut les accueillir correctement. Non, mais absolument. C'est trop bien. Donc, peut-être moins, bien sûr. Ça. Non, mais c'est ça, c'est que paradoxalement... Peut-être moins, mais mieux. Et beaucoup travaillent quand même à côté, donc ils créent de la valeur. Et puis, ils vont rester pour beaucoup aussi dans notre pays, notamment dans les domaines scientifiques dans lesquels ils sont très présents. Et ils vont apporter une vraie valeur à notre pays. Donc, Alors, quelques questions pour terminer. Comment on fait pour s'engager auprès de ton association Un Cabas pour un étudiant ? Alors, on va tout simplement sur le site uncabaspouranetudiant.fr avec le chiffre 1 à chaque fois, qui représente bien chacune des deux personnes qu'on met en lien. Et oui. Non, c'est bon, je l'ai. Elle est bien. Je travaillais dans la communication pendant longtemps. Ah, bien joué. Ça aide. Et puis on va remplir le formulaire, s'inscrire. Alors, les parrains marraines vont devoir passer une toute petite étape qui est quand même pas bien contraignante, qui est de participer à une visio, mais elle est obligatoire, sinon on parrainera jamais un étudiant. Donc, de participer à une visio des parrains marraines. On a plusieurs sessions en ligne par semaine, animées par un membre de notre équipe. Et les étudiants, quant à eux, vont remplir leur formulaire, mettre leur certificat de scolarité à jour, et en pièce jointe, et puis nous on va les appeler et on va avoir un entretien avec eux pour voir s'ils sont éligibles au dispositif. Et après on va faire matcher ce petit monde par ville. Comment est-ce qu'on fait pour convaincre nos parents de s'engager ? Parce qu'il y a plein de gens qui t'ont écouté et qui se sont dit mais attends, mes parents ils habitent près d'un foyer étudiant, d'un bassin étudiant, comment je fais pour les convaincre ? Alors après, ils peuvent déjà leur dire que eux-mêmes vont plutôt bien. Donc ça veut dire qu'ils sont pas forcément une charge. Alors ça peut être une charge financière. On peut déjà être la charge financière de ses parents, mais pour ceux qui peuvent, de se dire que ça pourrait leur arriver à eux et que peut-être que les parents seraient bien contents que quelqu'un vienne non pas prendre la place des parents, mais être un deuxième binôme, un deuxième soutien intergénérationnel. Voilà. Et pour les gens qui nous regardent, est-ce que tu leur conseillerais de s'engager dans le secteur associatif comme toi ? Et si oui, comment ?
Alors, je pense qu'il faut d'abord comprendre qui on est, comment on fonctionne et ce qui nous anime. Moi, j'ai toujours été une femme de mise en lien. On me disait toujours qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et voilà, il semblerait que j'en ai fait quelque chose, mais sans faire vraiment exprès. Donc, il faut trouver vraiment ce qui nous anime. Nous, il y a beaucoup de parrains marraines qui viennent dans notre association parce qu'ils aiment, c'est qu'entre guillemets, on leur fiche la paix. C'est-à-dire que ça leur permet de trouver un bénévolat dans leur ville. Voilà, un jeune dont ils vont s'occuper, qui vont parrainer, mais ils ne sont pas obligés de venir tous les jeudis ou tous les samedis dans une salle pour. Et c'est très bien, ces associations, il n'y a pas de souci, mais du coup, il faut que les gens se disent ok, quel temps j'ai à donner, auprès de qui? Est-ce que j'ai envie de travailler auprès de personnes âgées, auprès plutôt de jeunes, de femmes, d'hommes? Il faut se poser les questions. Il y a des associations, il y en a des milliers, et je peux vous dire qu'on cherche tous des bénévoles. Et si vous ne trouvez pas l'association qui vous correspond, n'hésitez pas à la créer avec quelques amis. Ça fait aussi partie du monde associatif. Merci beaucoup Marion Dolzi-Galzi qui est venue nous parler donc de l'association Un Cabas pour un étudiant. Merci à toi. Merci, et je compte sur tes auditeurs pour qu'il y ait plein d'inscriptions juste derrière. Oui, on verra. Non, mais oui, j'y compte aussi. Merci à toi. Je te laisse quitter le plateau. Merci beaucoup Marion d'être venu nous parler dans cette émission toujours consacrée aujourd'hui aux dividendes sociétales du Crédit Mutuel, ici en direct du Palais de Iéna à Paris. Et donc voilà, ça va le chat, ça va toujours J'espère que tout roule pour vous. Ne bougez pas, on va continuer nos discussions. Cette fois-ci, on va avoir 2 personnes en plateau. On va avoir Jean-François Rial, qui est PDG d'une entreprise qui s'appelle Voyageurs du Monde, et qui a écrit le livre « Le chaos climatique n'est pas une fatalité » aux éditions de l'Archipel. Et on sera aussi avec Paul Pointreau, qui est du réseau Haies France. Les haies dans le réseau Haies France, ce sont les haies, les buissons. Vous savez, les haies que l'on franchit à cheval. Voilà, c'est ça le réseau Haies, une association environnementale. Elle nous expliquera beaucoup mieux que moi. Je vous jure que vous verrez, ce sera beaucoup mieux. Force à Marion, un grand merci à elle et aux bénévoles. Et merci beaucoup. Je cherchais une banque pour mettre mes économies et grâce à vous, j'ai décidé d'aller au Crédit Mutuel. Merci beaucoup. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux, mais si tu mets tes économies au Crédit Mutuel, les bénéfices qui vont être réalisés grâce à toi en partie vont être redistribués en partie à des associations et pour un impact d'intérêt général. J'aimerais bien m'engager dans une association, mais c'est compliqué d'être bénévole. J'ai essayé différentes choses, mais ça n'a pas marché. Faire du soutien scolaire pour des collégiens pendant 45 minutes, seul avec eux, ça m'a calmé. Bref, le chat, si vous avez des idées d'assos sympas, je prends. Malheureusement, c'est pas un chat Twitch qui va te donner des idées d'assos sympas. C'est en fonction de toi, tes goûts, ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de faire, là où tu as envie d'être utile. Il y a plein d'associations qui interviennent dans plein de champs d'action différents. Il y a la solidarité, la lutte contre la précarité, il y a des associations culturelles, il y a des associations de solidarité internationale, il y a des associations sportives, évidemment. Il y a des associations plus ou moins engagées dans le secteur politique, tu vois, dans le jeu vidéo, dans la culture. Ouais, c'est vrai, non, t'as raison, il y a pas mal de secteurs dans lesquels on trouve des associations, effectivement. Je veux aider peut vous donner des pistes. Oui, c'est vrai, il y a un site internet qui a été mis en place par le gouvernement, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle jeveuxaider.fr. Allez, c'est parti, on va accueillir les prochains invités sur le plateau de Backseat. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hop, installez-vous. Installe-toi, je t'en prie. Hop, Jean-François ? C'est là. Bonjour Jean-François, ça va ? Bonjour Paul. Bienvenue sur le plateau. Bienvenue sur le plateau les amis, installez-vous confortablement, mettez le casque. Vous allez voir, c'est tellement plus agréable. Ça va, c'est mieux. Hein. Ah oui, c'est mieux. Ouais. Ah, c'est mieux le casque, ça va éviter... ça va éviter le bruit derrière, tu vas voir. Le son est très mauvais là. Ah mais ça, c'est la salle. Moi, je me permettrais pas de critiquer le proprio, hein, mais c'est l'isolation, l'isolement. Ils devraient mettre des trucs au mur quand ils font ça. Parce que là... Je suis bien d'accord. N'hésite pas à mettre le micro, Jean-François. Tu t'appelles Jean-François Rial, tu es PDG de Voyageurs du Monde. Tu as écrit « Le chaos climatique n'est pas une fatalité » aux éditions de l'Archipel. Et à côté de toi, on a le plaisir d'être avec Paul Pointreau du réseau Haies France. Merci à vous deux d'être ici. L'idée, c'est que vous écoutez discuter tous les deux, l'un avec l'autre, débattre pour savoir ce que les entreprises et les associations ont de complémentaire dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc en fait, toi, tu ne sais rien là. Absolument. C'est le moment où je me repose. Hein. Tu te rends pas compte encore, mais... Le mec, il veut qu'on soit invité animateur. Exactement. T'as vu, et même pas payé. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est ça les nouveaux médias. C'est ça, c'est fou. Hein. Jean-François, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, ce que c'est que Voyageurs du Monde ? Alors, Voyageurs du Monde, c'est un voyagiste qui est spécialisé dans un seul domaine, qui ne fait qu'un seul type de voyage,
C'est des voyages sur mesure en individuel. Ah. C'est-à-dire qu'on ne fait que ça. On ne fait pas de séjour, on ne fait pas de voyage en groupe, etc. Et ce qui est derrière, c'est comment on le fait qui est intéressant. C'est que ça fait d'abord 40 ans qu'on fait ça. Je pense qu'on est peut-être le leader mondial du voyage sur mesure. Ah bah, je te cache pas que je n'avais jamais entendu parler du concept. Voilà. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on a des spécialistes pays qui ne font que travailler sur les pays avec lesquels vous adressez. On est en vente directe, on ne passe pas par des agences de voyage. On vend nos voyages en direct. Et si tu veux partir, par exemple, avec ta fiancée en Albanie, tu vas parler avec quelqu'un qui a vécu en Albanie, qui connaît toute l'Albanie, qui baigne dans l'Albanie, qui ne vend que des voyages en Albanie du matin au soir. Et c'est notre collaborateur. Et puis, en plus de ça, on y met un contenu qui est très lié à ce que tu es. Par exemple, on a trouvé que tu étais un peu faiblard pour animer des séances Twitch en direct. Ouais, c'est vrai. Donc, pendant ton séjour en Albanie, on va te trouver le mec le plus fort du monde qui va te former pour faire ça. Ah, d'accord. Donc, c'est sur mesure à ce point-là. Oui. On te met un contenu. Par exemple, moi, je suis un fou de jeux de stratégie. Quand je voyage avec Voyageurs du Monde, eh bien, il s'arrange pour que le jeu traditionnel me soit offert, qu'il y ait des maîtres de ce jeu qui m'expliquent le jeu et qui jouent avec moi. Tu vois ? En Albanie. Pour sortir non, mais c'est génial. Ou ailleurs. Et alors, sortir en fait des prestations touristiques classiques. Et puis, bien sûr, pour finir, et puis on va pas parler de Voyageurs du Monde trop longtemps, on a un niveau de service extrêmement élevé. On va extrêmement loin dans le service. Tu as du Wi-Fi sur toi en permanence, où que tu sois dans le monde. Tu as un concierge que tu peux joindre, qui est notre salarié, qui te fait tout ce que tu veux, qui te change ton voyage en temps réel, qui t'annule une résa, qui te réserve un restaurant, qui te rend un babysitter, qui te fait rencontrer le directeur de cabinet d'un ministre si tu as envie, etc. Ça dépend des pays. Est-ce que tu peux me dire comment tu as intégré la question écologique dans ton entreprise ? En fait, ou peut-être qu'elle était au cœur dès le début, d'ailleurs. On était plutôt une entreprise au début orientée sur le social. Ok. On a toujours une conscience très forte sociale qui nous a conduit, par exemple, à donner depuis 40 ans à peu près 30% de nos profits à nos salariés, chaque année. Et on est devenu des écolos il y a 15 ans parce qu'on s'est rendu compte que on ne peut pas nier le réchauffement climatique. C'est pas possible. On ne peut pas être voyagiste et saccager la planète. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Et puis, l'avion pèse très lourd. Quoi qu'en disent mes confrères, les compagnies aériennes, etc., il pèse très lourd dans le réchauffement par passager, par personne. C'est très lourd. Donc, on ne peut pas se désintéresser de ce sujet. Non, mais je suis d'accord. Paul, est-ce que tu peux nous parler du réseau Air France, s'il te plaît ? Qu'est-ce que c'est ? Le réseau Air France, c'est une association qui est un peu moins âgée que vous. Donc, c'est une association qui est née en 2007. Une tête de réseau donc, qui fédère 460 structures aujourd'hui. Ah oui, quand même. Ouais. Là, c'est une sorte de fédé ? Un peu, oui. Tête de réseau, comme on dit dans le milieu. Exactement. Donc, on est leader de la haie, mais en France, pas mondial. Et effectivement, notre sujet, c'est d'agir pour la préservation et la restauration des haies en France. Aujourd'hui... Oui. Non, vas-y. Pourquoi les haies ? Pourquoi les haies ? Voilà ce que j'allais dire. Parce que les haies, c'est un objet un peu, pas forcément très connu, d'intérêt général, mais qui n'est pas dans l'imaginaire collectif. D'énorme intérêt général. Mais je connais pas. Non, mais je connais pas. J'avoue, j'admets, mea culpa, je connais mal l'enjeu des haies. Attends, il connaît pas Voyageurs du Monde. Il connaît pas les haies. Mais c'est pour ça qu'on est là. Mais c'est exactement pour ça que je vous ai invité. Je voulais que vous m'expliquiez. Paul, vas-y, explique-nous. Mais c'est vrai que on a souvent l'impression que c'est une haie de fond de jardin, haie de thuya, de laurier-palme. Non, en fait, c'est vraiment un espace comme une forêt linéaire avec de grands chênes, de grands arbres, donc qui va faire entre 3 et 5 mètres de large et qui va être large aussi en hauteur de 10 mètres de large. Donc c'est vraiment des infrastructures paysagères qui maillent tout notre territoire agricole en France. Donc ça a été créé au 19e siècle par les paysans, donc vraiment pour structurer l'agriculture en France. Et donc, il y a eu des épisodes, comme les épisodes de remembrement, qui ont fait que on a perdu remembrement, c'est un mot très technique pour désigner quelque chose de très précis, c'est-à-dire fusionner des champs. Fusionner des champs. Donc, niquer la haie, raser la haie. Pas détruire, exactement. Donc, on a perdu 3/4 du linéaire français. Et donc, c'était vraiment une révolution paysagère. Mais négative. Et on a perdu la biodiversité qui allait avec.
biodiversité, érosion des sols. Érosion des sols, ouais. Voilà, et donc tous les Non, mais problèmes c'est- aussi liés à l'eau qui ont été engendrés par cette perte-là. Donc on a un capital qui a été sauvegardé de 7500 km de haies, donc c'est quand même énorme. Mais le problème, c'est qu'on en perd encore. On pensait que c'était derrière nous, oui, on perd cette encore. perte-là. Exactement. Donc contrairement à la forêt où on gagne de la surface forestière, la haie, elle régresse chaque année et ça a doublé depuis 2017. Donc, on Ah, perd, ça s'accélère en plus. ça s'accélère. Et c'est toujours du remembrement. Non. Alors non. Non, Voilà. Alors c'est quoi? c'est ça qui est le plus grave. Il y a plusieurs causes. C'est multifactoriel. Vas-y, explique. Donc il y a le vieillissement. Ouais. On a des arbres qui sont vieux, comme je disais, c'est hérité depuis le 19e siècle. Donc on a des arbres qui sont en fin de vie, qui ont un cycle de vie, qui s'accélèrent en plus avec le réchauffement climatique, les maladies. Donc on a affaire à un vrai EHPAD en fait. La France est maillée de haies qui sont en fin de vie et qui n'ont jamais été renouvelées. Et puis il y a le surentretien, ce qu'on appelle le surentretien. C'est-à-dire qu'on va mettre la haie au carré, Ouais, on va la raser, la couper. headwatchers, voilà, C'est c'est ça. ça. Et ça la tue, en fait. Et ça la tue à petit feu. Donc ça, c'est vraiment... Et puis il y a un peu de remembrement privé aussi, comme tu le disais. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de remembrement public, mais tu as les paysans, la SAFER, elle s'arrange pour que un terrain à vendre, il va être acheté par le voisin, et du coup, lui, quand il connecte, il coupe la haie. Ouais, non, je comprends bien. Ouais. Tu vois. Il y a encore de l'agrandissement des parcelles. Et on Alors. perd combien par an en pourcentage? Alors c'est 23 500 km par an, ça représente à peu près 3% du linéaire. C'est actuel. beaucoup. Hein. Mais ça se voit pas, parce que c'est à peu près Mais non, c'est 300 très mètres. discret. Mais oui, c'est ça. Exactement. C'est un petit bout de champ par-ci par-là. C'est pas spectaculaire, alors que le chiffre au bout du bout est absolument spectaculaire. Jean-François, est-ce que toi tu bosses avec des associations dans le cadre de ton travail? Oui, bien sûr, parce que quand, par exemple, d'abord on a une fondation, nous, qui a un budget d'à peu près 3 millions d'euros par an, qui est consacré essentiellement aux arbres, mais pas que. Ok. Les arbres, c'est, on va dire, les 3/4. Et là, on travaille avec une association qui s'appelle Livelihoods, qui plante des mangroves en Inde, en Indonésie, qui plante des nouvelles forêts au Rwanda. Et on est une dizaine d'entreprises qui contribuent à cette association internationale. Puis on bosse aussi avec plein d'associations d'intérêt général dans le monde, quoi. Voilà. Et toi, Paul, vous travaillez avec des entreprises, avec ton association? Ça vous Oui. arrive? Alors vas-y, raconte. La Fondation Crédit Mutuel, qui Déjà, bon exemple. réunit. Voilà. Bon, c'est une fondation, mais liée à une entreprise. Donc on est aidé sous forme de mécénat. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Nous, on a un budget qui est 50% issu du public, 50% issu du privé. C'est important d'avoir cet équilibre-là pour une indépendance, une question aussi d'agilité, de pouvoir aller sur des angles morts, des nouveaux sujets rapidement, ce que le financement public ne permet pas. Donc le mécénat, c'est vraiment une capacité à agir beaucoup plus rapide qu'être que sur des financements publics. C'est aussi du mécénat de compétences, pas qu'un soutien financier, mais c'est aussi du mécénat de compétences. Donc justement, la Fondation Crédit Mutuel propose ça, à la fois sur du juridique, parce que ça coûte très cher et nous, on n'a pas les moyens d'être accompagnés là-dessus, et ça, c'est important. Et puis on a aussi créé un fonds de dotation, on l'a co-créé avec d'autres entreprises et mécènes qui s'appelle le Fonds pour l'arbre et qui fédère aujourd'hui 13 mécènes. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un fonds mutualiste. Donc ça, c'est une idée chère aussi à la Fondation Crédit Mutuel, mais qui permet d'avoir un pot commun, une philanthropie environnementale tournée vers la haie. Et là, c'est un engagement qui va au-delà du mécénat, mais qui permet vraiment d'avoir un réseau d'entreprises qui vont être porte-voix de la cause. Alors du coup, c'est très intriqué tout ça. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que selon vous, c'est l'association ou l'entreprise qui est le lieu le plus efficace pour jouer dans la transition? Alors pour moi, c'est l'entreprise. Ouais. Parce qu'elle a plus de moyens, plus de leviers, C'est là où on produit, quoi. plus de salariés, etc. Mais elle est beaucoup moins engagée. Comment on fait pour l'engager? Alors toi, t'es le contre-exemple, parce que pour le coup, tu es engagé. Bah, Moi, je crois qu'il n'y a aucune autre option que celle d'être convaincu, que le dirigeant soit convaincu. Parce que quand on le force, il fait semblant, il fait du greenwashing, et il nous fait ce que raconte Total, qu'ils investissent dans les énergies renouvelables, alors qu'en réalité, tout ça, c'est du peanuts par rapport à l'ensemble de leur bilan global. Même s'ils font des choses, ils ne font pas du tout assez suffisantes, et clairement, ils ne sont pas assez engagés, quoi. Il y a la pression des salariés, comme je l'évoquais tout à l'heure dans la conférence, qui peut jouer. C'est-à-dire que la pression des salariés pour recruter, pour ceux qui sont là,
peut être un levier énorme et pousser les dirigeants à faire. D'accord. Paul, t'en penses quoi? C'est les assos, les entreprises qui sont les mieux à même? Moi, c'est main dans la main. C'est main dans la main? L'un ou l'autre. Nous, on a besoin de massifier, de faire porter le message, d'avoir en fait un relais. Hein. Il y a tout un public qu'on ne peut pas toucher. Nous, on est trop petits. Et les entreprises, par les collaborateurs, par les clients, ont une force de frappe qu'on n'a pas. Donc pour moi, on ne peut pas agir seul, nous, dans notre coin. Et les entreprises ont besoin aussi de porter une cause et de la défendre et d'être au plus juste dans l'expertise. Donc pour moi, c'est ensemble, et c'est pas deux mondes qui s'opposent. Puis des fois, on est les deux. Hein. Tu vois, par exemple, moi, je suis PDG de Voyageurs du Monde. Je suis aussi le président du Réfectorio, qui est une cantine étoilée pour SDF à Paris. D'accord. Donc moi, je vais chercher du mécénat. Je travaille avec l'église de la Madeleine, avec Monseigneur Chauvet. Donc, moi, je trouve que, comme l'a dit très bien Paul, je pense que je suis un très bon patron d'association parce que je suis un entrepreneur. Tu vois? Tu penses ça vraiment? Ouais, je le pense vraiment. Parce que dans les associations... Est-ce qu'on peut être un très bon président d'association sans être un entrepreneur à côté? On peut, mais j'ai souvent vu des associations qui tournent en rond entre eux. C'est-à-dire que quand tu n'as pas été dans le monde réel, entre guillemets, c'est pas toujours très efficace. On pourrait dire la même chose des entrepreneurs, qui tournent un petit peu entre eux à force de manquer de voir le monde autour. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir un pied dans les deux. Ouais. Pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande est-ce qu'on peut vraiment agir dans le cadre du capitalisme? Est-ce que la transition, est-ce qu'on est obligé de se poser la question? Alors moi, je vais poser la question à notre ami du chat. Est-ce que tu connais un système qui est plus efficace que le capitalisme pour transformer les choses? Si tu as la réponse, moi, je l'achète. Moi, quand j'avais 15 ans, j'étais communiste. Non, mais ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Non, mais moi, j'étais communiste quand j'avais 15 ans. D'accord, ok. Mais ça marche pas. Mais... Ça marche pas, c'est juste ça le problème. Ça marche pas. Attends, ça marche pas du tout. On peut déjà l'aménager pas mal, le capitalisme. On n'est pas obligé d'en sortir radicalement, tu vois. On va pas avoir un débat. Non, mais c'est intéressant. Il y a plein de formes de capitalisme. Il y en a plein. Oui, c'est vrai. Le capitalisme ultra sauvage des communistes chinois, ou alors le capitalisme ultra régulé français. Je pense que nous, on régule trop. Et du coup, tu casses les énergies. Mais il faut réguler. Moi, je suis pour un capitalisme régulé. Paul, t'en penses quoi, toi? Ou alors, c'est pas ton débat, hein. C'est pas trop mon débat, mais après... Non, mais sur le rôle des... mais les associations, en termes de structuration démocratique, ça dit aussi quelque chose, parce que si c'est les entreprises qui décident seules de où va l'argent pour soutenir la transition écologique, c'est peut-être potentiellement un problème. Oui, mais c'est pour ça que, pour moi, c'est main dans la main, et le Fonds pour l'arbre qu'on a créé, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on construit un projet stratégique ensemble, entreprises, fondations engagées, et une association aussi experte du sujet. Donc c'est pas... effectivement, c'est pas deux mondes séparés, mais c'est justement transformer la société et une manière d'agir avec une non-étanchéité, une porosité entre les deux mondes, parce que nous, on a un système de gouvernance qui est certes, peut-être prend plus de temps des fois que l'entreprise, où il y a une hiérarchie, il y a une capacité de réactivité qui peut être plus forte, mais nous, on consolide aussi une proposition et des solutions qui vont être partagées avec plein d'avis différents. Ouais. Alors votre système de gouvernance, moi, je l'ai quand même beaucoup pratiqué dans beaucoup d'associations, et ça génère des guerres politiques et une inefficacité absolue. Donc moi, vous me faites un peu... T'es un peu radical, là, quand même. Non, mais je le pense vraiment. Okay. Je le pense vraiment. Quant à l'histoire de l'argent, tu vois, entre entreprises et associations, moi, je pense que c'est pas l'association et l'entreprise de décider, c'est au régulateur, c'est à l'État, tu vois. Et nous, derrière, on va derrière. Oui. Non, c'est sûr que c'est l'État a son rôle à jouer, mais là aussi, nous, on est dans la co-construction avec l'État. Enfin, on est en lien avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Écologie, et on apporte aussi des propositions, on apporte de l'expertise. Oui, bien sûr. On ne fait pas les choses à côté. Pour moi, il n'y a pas de monde séparé. C'est au contraire des lieux de discussion, des lieux de co-construction. Et pour moi, il y a une efficacité à discuter et à avoir... Parce que sinon, on va être dans des solutions qui vont être complètement à côté de la plaque. Si on ne fait pas le bon diagnostic, si on ne fait pas les bonnes constructions mais tu vois, par techniques, exemple, on est à côté. Moi qui suis très engagé sur l'écologie, franchement... Quand j'ai travaillé avec des associations diverses et variées, je ne vais pas les citer, mais j'ai pas réussi à être concret, quoi. J'ai pas réussi à sortir des vraies choses, quoi.
Moi, je trouve ça concret, l'action sur les haies, par exemple. Enfin, pardon, mais magnifique. Ouais, Moi, tu vois. j'adore. Je préside moi-même des associations, donc je ne veux pas critiquer des associations. Mais si tu veux, même celle de Jean Covici propose des trucs super sur les carbone. Et c'est une association, le Shift Project. Oui, tout à fait. Donc, non, mais qu'est-ce que vous attendez de l'État, tous les deux? Moi, c'est une continuité. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est un peu dans la politique du yo-yo. Il y a eu un très fort engagement pour la haie l'année dernière avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Et avec des engagements en plus sur la durée, des caps jusqu'à 2030. On n'avait jamais eu ça. Ça a été vraiment un tournant historique pour la haie. Et je pense que la question de la haie, lui, était très importante pour lui. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, on a un changement de cap, et en particulier budgétaire. Et on a un désengagement en fait, budgétaire très fort. On a un décrochage. On avait 110 millions d'euros sur la table par an. Et là, on tombe à 45 millions, voire moins. On sait qu'il y a des restrictions budgétaires et tout le monde va faire un effort. Mais il y a besoin d'une continuité budgétaire pour assurer... Parce que derrière, il y a des emplois. Il y a plus de 180 techniciens qui ont été formés, engagés. Donc ça veut dire derrière des pertes d'emplois. Des agriculteurs qui étaient prêts à s'engager pour réimplanter la haie, la gérer durablement, et qui se désengagent parce qu'il n'y a toujours pas de preuve de l'État pour soutenir ces projets. Donc voilà, c'est... Non mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, la continuité, une politique de long terme, à la fin des yo-yo, c'est aussi ce que j'entends dans la bouche des entrepreneurs en général. Tu seras d'accord, Jean-François? Bien sûr. Toute instabilité est catastrophique. Mais moi, je dirais que si on veut avoir une vraie stabilité sur la réglementation écologique, qui doit pas subir, parce que c'est du temps très long, l'écologie, quoi. C'est 40, 50 ans, quoi. Pour moi, ça doit être européen. Ok. Européen, par des règlements, et non pas des directives, donc des règlements qui s'appliquent à tous les visiteurs européens sans adaptation par les États, des règlements, et d'être le plus incitatif possible et le moins punitif possible. Un peu ce qu'avait fait Biden, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc. Ouais, dis-moi. Voilà, on appelait ça l'IRA, c'est-à-dire, en fait, tu récompensais sous forme de crédit d'impôt toutes les entreprises qui avaient des bonnes actions écologiques. Et du coup, tu passais d'écologie punitive à l'écologie constructive. C'était fantastique. Et d'ailleurs, les États-Unis... Ça a marché ou pas? Ça a marché. Les États-Unis ont baissé leurs émissions de façon dingue. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que malgré tout ce que nous en raconte Trump, il ne pourra pas empêcher les États-Unis de continuer de baisser les émissions. Parce qu'en fait, ça a été pris en main derrière par les entreprises, les États et les associations pour effectivement accélérer le phénomène, quoi. Et moi, je pense qu'effectivement, tu vois, la force de la Chine, moi je déteste le système chinois, évidemment, politique. Mais la Chine, ils ont une politique de transition écologique sur 50 ans. Ah c'est l'intérêt de l'autoritarisme, effectivement. Voilà. C'est que et donc tu peux faire des plans sur 50 ans. Nous, évidemment, on va pas choisir un système pareil qui est épouvantable, mais on pourrait figer des politiques à 20 ans, 25 ans, au niveau européen, et qui soient constructives. Et qui soient beaucoup plus des incitations que des interdictions. Par exemple, on pourrait avoir une politique des haies, parce que les haies, c'est fondamental pour l'écologie, pour la biodiversité, pour l'eau, enfin tout ce qu'a évoqué très bien Paul. On pourrait avoir une politique de reboisement des haies sur toute l'Europe pendant 30 ans. Voilà. Et on ne change pas. Il y a une question aussi sur les lobbies. Est-ce qu'une association, c'est un lobby? Est-ce qu'une entreprise, c'est un lobby? Est-ce qu'il y en a un qui est plus crade que l'autre? Est-ce que le lobbyisme, c'est mauvais par nature? Voilà, cette question-là, la question du lobbying. Alors, Jean-François et Paul après. Non, moi je pense que, pardon Paul, c'est un sujet auquel j'ai été beaucoup confronté à l'Europe. Là, je pense que les associations font du lobbying globalement de qualité. C'est-à-dire? Une association, déjà, elle n'agit pas par calcul financier. Donc déjà, c'est quand même... Elle peut se tromper, attention, hein, mais c'est quand même plus sain d'agir pour des idées que pour des intérêts financiers. Donc par exemple, mon ami Claire Nouvian, qui milite tant dans cette association fantastique qui est Bloom contre la pêche en eau fond dans les océans, elle fait une action extraordinaire. Il est urgent qu'on ait des Claire Nouvian, quoi. Et là, pour le coup, les associations, c'est beaucoup plus efficace. Alors que les entreprises, c'est plus... Les entreprises, le problème, c'est qu'elles sont là pour défendre leurs intérêts particuliers, quoi. Et une entreprise ou un groupe d'entreprises ou un syndicat qui va à l'Union européenne pour défendre une idée d'intérêt général pour son secteur, j'en connais pas beaucoup, quoi. Non, mais c'est intéressant. Paul, t'en penses quoi? Nous, on se positionne pas comme lobbyiste. On fait du plaidoyer
mais du plaidoyer qu'il a aussi au service d'idées que peuvent porter certains élus parlementaires. Donc, moi, je vais prendre l'exemple, et on parlera peut-être aussi de la PPL qui a été portée par Daniel Salmon en faveur de la haie. Et bien là, typiquement, on nous a sollicité en fait pour intervenir, donner notre opinion, voir comment on pouvait construire cette proposition de loi. Donc nous, on apporte des notes, des modélisations. On agit un peu à la demande. Donc c'est pas, c'est plus une capacité d'apporter de l'expertise, de la connaissance pour une bonne construction de loi ou de politique. Mais on n'a pas en tout cas, c'est la position de Réseau e-France. Peut-être d'autres associations agissent différemment. Mais nous, on n'a pas une manière d'agir qui est offensive. On ne défend pas, on n'est pas militant. On accompagne la réflexion pour qu'elle soit la plus juste et cohérente. Il y a la question aussi des compensations, parce qu'on l'a vu à l'occasion de plusieurs événements récents, des actions positives en direction de la transition vont avoir des aspects négatifs, en tout cas des répercussions négatives sur certains corps de métier. Par exemple, on a vu avec les agriculteurs, il y a eu la loi Duplon qui a été passée récemment. On peut parler des automobilistes avec les ZFE, etc. Comment est-ce qu'on intègre la question de la justice dans la transition, selon vous? C'est une grande question, hein. C'est une question qui est assez centrale. Oui, alors je pense que je ne sais pas si c'est une bonne réponse ou mais en tout cas, je rejoins l'idée du caractère incitatif, c'est-à-dire que pour apporter une certaine justice sociale au sein de l'écologie, il faut apporter une capacité à retrouver de la rémunération. Je prends l'exemple des agriculteurs aujourd'hui, et la crise agricole était très très liée au fait qu'ils n'avaient pas la rémunération qu'ils attendaient. Aujourd'hui, c'est un métier qui ne rapporte pas autant, même s'il y a des grandes disparités de rémunération au sein du métier d'agriculteur. Nous, aujourd'hui, avec la haie, notre angle d'attaque, c'est vraiment de se dire il faut que la haie retrouve un intérêt économique pour l'agriculteur. C'est la seule manière de le sauver. Il faut que ça puisse apporter une rémunération supplémentaire et que ça puisse équilibrer les rémunérations aussi entre agriculteurs. Donc, c'est pour nous une manière d'angler le sujet de la haie et de dire aujourd'hui, on n'est pas à avoir une discrimination ou mettre les agriculteurs d'un côté, les écologistes de l'autre, pas du tout. C'est plutôt de dire, aujourd'hui, il y a une manière de combiner les modèles et de se dire, oui, on peut faire de la haie un modèle économique des exploitations agricoles tout en assurant sa durabilité, sa pérennité, son épanouissement en termes de volume et qui permet de rendre des services pour l'agriculteur en premier, mais aussi tout un territoire. Donc c'est possible. Nous, en tout cas, alors là, c'est un peu miraculeux. Alors peut-être que j'ai une image. Non, au contraire. T'es très spécialiste de ton sujet et tu dis les choses assez calmement. C'est pour ça que je me permets de les caricaturer en disant ce que tu as l'air de dire, c'est que c'est faisable en fait de réaliser. C'est faisable. Et par contre, il faut qu'on ait des politiques publiques qui justement accompagnent en fait l'émergence de cette économie. Ouais. Basé sur la durabilité, et j'insiste vraiment sur ce terme-là, c'est pas un pillage de haie. Non, mais d'abord, ta question, je la trouve super pertinente. Elle est cruciale. On ne pourra pas faire la transition contre les gens les moins aisés. C'est pas possible. On l'a vu avec les gilets jaunes. En même temps, c'est désastreux de voir des gens récupérer comme la détresse sociale de ces gens contre l'écologie. Il y a des gens qui font ça en France, en politique. C'est vraiment pas brillant. Mais typiquement, l'exemple de l'agriculture est très intéressant. C'est 25% des émissions mondiales. C'est une question majeure sur l'eau, question majeure sur la biodiversité. Ils ont des problèmes de revenus majeurs parce que, en fait, la nourriture n'est pas assez chère. Parce que depuis 50 ans, on a décidé de mettre en place une politique basée sur le pouvoir d'achat au détriment des agriculteurs. C'est surtout le logement qui coûte de plus en plus cher et qu'on a moins en moins d'argent à mettre dans la nourriture. C'est vrai, mais pas que. On a quand même... c'est comme quand on refuse... Oui, on a baissé les prix, on a fait une guerre des prix. C'est comme quand on refuse de payer un serveur dans un bar ou un restaurant à son juste prix. En fait, qui paye ça? En fait, le serveur vous offre son temps au client. Parce qu'en fait, on trouve que les restos sont trop chers alors qu'en fait, ils sont pas assez chers. Parce qu'en fait, on fait payer au serveur le prix trop bas que devrait payer le client. Exactement. Et c'est pareil. C'est pareil pour les agriculteurs. Exactement. Et donc là, moi, je veux renverser la table parce que pour changer ça au niveau européen à minima, vous imaginez, il y a eu cette fameuse loi, la Egalim, sur les prix entre les distributeurs et les agriculteurs, qui n'a jamais marché. Ça ne marchera pas. Le marché est toujours trop fort. Donc pour moi, il faut, avec l'agriculture écologique, etc.,
il faut rémunérer par des fonds européens très importants, payés par les impôts de citoyens de l'Europe, les services écologiques rendus par les agriculteurs. C'est la seule façon de faire. Alors, dernière question. Renverser la table. Non, mais je comprends ça. Et là, on peut rejoindre les 2 objectifs que tu as donnés. Dernière question, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux sur les réseaux sociaux? Jean-François Rial, PDG de Voyageurs du Monde. Ton livre, je le rappelle, s'appelle Le chaos climatique, ce n'est pas une fatalité. T'as des... Ce n'est pas une fatalité. J'ai écrit avec Mathieu Belloir, parce que je n'ai pas écrit tout seul. Écoute, moi, on peut me retrouver soit sur Twitter, soit sur Instagram. J'ai pas de LinkedIn et j'en aurai jamais. Et ça s'appelle Jean-François Rial, c'est ça? Ou JF Rial. JF Rial, ok, d'accord. Ça, c'est pour te suivre, toi. Et sinon, n'hésitez pas à retrouver Voyageurs du Monde, pareil, sur Internet. Merci, c'est gentil. Et toi, Paul, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi et ton réseau, le réseau est? Alors moi, nulle part, parce que je n'ai pas de réseaux sociaux. Tu as bien raison, c'est tellement mieux. J'en ai jamais eu. Magnifique, ça. Voilà, mais en tout cas, Réseau e-France a des réseaux sociaux, donc LinkedIn et puis Facebook aussi. Donc voilà, et puis le site internet. Réseau e-France. Voilà, exactement. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau, vous pouvez y aller. Merci beaucoup de m'avoir rejoint dans cette émission, toujours ici en direct du Palais d'Iéna à Paris, le siège du Conseil économique, social et environnemental, à l'invitation et en partenariat avec le Crédit Mutuel qui organise cette journée spéciale consacrée à son dividende sociétal. Merci Jean-François, au revoir. Le dividende sociétal, donc 15% du bénéfice net de la banque Crédit Mutuel va être reversé à des organisations d'intérêt général, comme des associations par exemple. On vient de parler donc entreprises, associations, tout ça. Et le dernier invité qui va nous rejoindre, on va parler de l'État, enfin. Parce que là, on a un peu tourné autour du pot depuis tout à l'heure. Parlons un petit peu de la responsabilité de l'État dans la transition écologique. On va discuter avec Antoine Peillon, ancien secrétaire général de la planification écologique. Bravo Jean, pas toujours évident l'échange, t'as géré. Merci, ces gens, ça va, ça allait. Mais très intéressant le sujet des haies, c'est vrai que je connaissais mal. J'avais déjà vaguement entendu parler, mais je me rendais pas compte de l'ampleur du drame que représente la gestion des haies depuis des décennies. Pourquoi c'est magnifique de ne pas avoir de réseaux sociaux? Bon, il y en a qui font ce qu'ils veulent en fait. Je veux dire, si on choisit d'en avoir ou de pas en avoir, tous les choix sont respectables. C'est pas obligatoire les réseaux sociaux. Puis ça dépend de quel réseau aussi, il faut en discuter de ça. Ça dépend des régions. En Normandie, c'est assez clean en haies. Peut-être que la Normandie fait exception alors, c'est possible. Par contre, l'Oise, c'est une catastrophe. Sans doute, je vous fais confiance pour ça. Je vous fais complètement confiance pour ça, les amis. J'espère que vous passez une bonne journée. Bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle qu'on est ici en direct du Palais d'Iéna à Paris pour cette journée spéciale sur le dividende sociétal du Crédit Mutuel qui est partenaire de Backseat. Donc vous retrouverez un Before de Backseat consacré au même sujet jeudi prochain. Voilà. Jean, le son a dérapé. Mais non. Moi, le son, je le trouve très bien. On va bien et toi? Ben moi ça va. Je suis content que vous soyez là ce matin pour venir nous écouter parler de ces sujets qui ne sont pas toujours faciles à aborder le matin. Ceux qui plantent les haies, ce sont des haters. Je fais du chili. Je cuisine un chili du feu de Dieu en écoutant l'émission Qui en veut. Moi je suis chaud. Moi je veux bien du chili. Le décor de Backseat s'adapte partout, c'est fou. T'as vu comment il est beau, le plateau de Backseat? Et donc là-bas, il y a une conférence, là, avec plusieurs centaines de personnes qui sont en train d'écouter. Là, vers ma droite, il y a l'hémicycle du Palais d'Iéna où tout le monde est en train d'écouter une autre conférence. Et derrière moi, là-bas, vous voyez le plateau de BFM TV. Voilà, ils sont là. C'est BFM Business, je crois. Je crois que c'est BFM Business. Et j'ai mon invité qui va me rejoindre sur le plateau pour discuter avec moi. Salut. Ça va? Installe-toi, je t'en prie, Antoine Peillon. Mets le casque, tu verras, c'est beaucoup plus agréable. T'as vu, c'est plus agréable, hein, c'est mieux. Hein. Allez, rapproche-toi, n'hésite pas à bien parler dans le micro surtout. Antoine Peillon, ancien secrétaire général de la planification écologique. Je dis ancien parce que tu ne l'es plus depuis quand? Depuis le 1er avril. Quelle blague, énorme, j'adore. Donc c'est relativement récent, mine de rien, effectivement, tu l'étais encore il n'y a pas très longtemps. Bon, allez, raconte-moi, concrètement, tu faisais quoi?
Alors, moi j'étais auprès des premiers ministres successifs. Il y en a eu un certain nombre, donc du coup j'ai commencé avec Jean Castex et puis ensuite ceux qui ont suivi. Et je me suis arrêté avec Gabriel Attal. Et donc on était une petite équipe. J'ai commencé seul et puis assez rapidement on a recruté un peu. Puis à la fin on était une trentaine. Et donc notre job c'est de se dire finalement quelles sont les politiques environnementales aujourd'hui, comment est-ce qu'on les met en cohérence, comment on s'assure qu'il y a un résultat concret. Et donc nous on s'intéressait moyennement à tout ce qui sont la tringlerie, j'allais dire, et on se dit au final, est-ce qu'on arrive à baisser nos émissions, est-ce qu'on arrive à réduire les pesticides, est-ce qu'on arrive, etc. Et comment on le mesure, et comment on fait évoluer les politiques publiques pour mieux y arriver. Donc ça, c'est le métier du SGPE. Alors après, du coup... SGPE, Secrétariat Général à la Planification écologique. Gardez ça en tête, c'est assez important comme organisation qui a été créée relativement récemment en plus. À l'été 22, du coup, c'était un engagement de Macron dans l'entre-deux tours, et donc on a été mis en place à l'été 22. Voilà, moi j'ai fait 3 ans, j'ai lancé le truc et puis ça a duré 3 ans. Comment tu es arrivé là? C'est quoi ton parcours? Alors moi je suis ingénieur de formation, du coup ingénieur de l'école des mines. Je me suis intéressé à l'énergie quand j'étais petit. D'accord. J'ai commencé et aux questions de pollution et questions de gestion de déchets. Et donc j'ai été sur le terrain, on m'occupait de dépollution de sol, j'ai été aussi m'occuper de production d'énergie, de l'hydroélectricité, d'énergie renouvelable. Et puis, je suis tombé dans le bain des cabinets ministériels en 2014. Je connais ça. Ségolène Royal. T'étais chez Ségolène, toi? Absolument. J'étais chez Marisol Touraine. Mais voilà. D'accord, ok. Ah, je ne savais pas du tout. Et donc, à l'époque, la DIRCAP de Ségolène, c'était Elisabeth Borne. Et donc, de ce fait, j'ai travaillé avec ces 2 personnes-là pendant 2 ans. Et puis ensuite, je m'occupais d'énergie. Et l'énergie, c'était partagé entre le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et puis Ségolène Royal. C'est comme ça que, du coup, je suis tombé dans le bain des cabinets ministériels et que j'ai continué ensuite. En 2017, j'ai rejoint l'Élysée. Je m'occupais des politiques énergie, transport et environnement. Et puis ensuite, j'ai continué pendant toutes ces années. Et donc, ça m'a permis d'arriver en 2022 en ayant une très bonne connaissance du coup de la façon dont l'État fonctionne, en ayant une connaissance de l'ensemble des politiques. Et on parle du climat, mais il y a aussi les sujets de ressources, la gestion de l'eau, les questions de forêt, etc. Et puis de se dire, mais comment concrètement, on voyait que tous les gens travaillaient un peu dans leur silo, comment on les fait bosser ensemble et comment on s'assure qu'on suit le résultat et pas seulement les moyens pour y arriver. Et pourquoi tu as arrêté d'être secrétaire général de la planification écologique cet avril-là, au mois d'avril? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait 10 ans que je fais tout ça et qu'à un moment donné, c'est important de ne pas s'encrouter, de s'enkyloser dans tout ça et de changer régulièrement. Et donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je regarde un peu où est-ce qu'on a de l'impact. On a bâti au cours des 3 ans, je pense qu'on y reviendra, une trajectoire pour y arriver. Et maintenant, moi, je vais être dans la catégorie de ceux qui font concrètement sur le terrain. Et donc là, je vais rejoindre une entreprise qui décarbone l'énergie. C'était par exemple agir. Et puis, dernier sujet, quand on fait ces métiers-là, il faut être extrêmement aligné avec l'ensemble aussi des dirigeants. J'ai suivi beaucoup de premiers ministres et puis du coup, j'ai arrêté de travailler pour un premier ministre à l'époque de Michel Barnier et j'ai pas repris avec François Bayrou. Et donc, c'était pour ça, le moment de tourner une page pour moi. Est-ce que c'est dur de se battre dans l'État pour faire avancer les sujets écologiques? Je suppose que tu dois te battre avec Bercy, notamment. Alors, c'est des sujets de transformation super profonds, donc oui, il faut se bagarrer. Et c'est pour ça que c'est important que ça soit à Matignon. Macron, ce qu'il a fait en 2022, il a dit non seulement je crée un machin qui est le SGPE, mais ça, c'est pas important. Il a dit surtout le sujet de la transition, que ce soit le Premier ministre qui s'en occupe, parce que finalement, c'est des sujets d'évolution très forte. Il faut faire des arbitrages, il faut prendre des décisions. Et donc, ça peut être que le Premier ministre qui est le mieux placé pour pouvoir le piloter. Et donc, c'est ça qu'il a fait avec Elisabeth Borne au début. Et c'est auprès d'Elisabeth Borne qu'on a construit ça. C'est quoi la planification aujourd'hui? Parce qu'à l'époque du général de Gaulle, je l'ai à peu près. À l'époque de l'URSS aussi, je l'ai à peu près. La planification en 2025, ça veut dire quoi dans une société mondialisée, globalisée, européenne? Comment on planifie quoi? Alors, ça c'est super important. Donc, on n'est clairement pas dans la version soviétique du truc. Donc là, c'est pas l'URSS. Ah, ça nous avait pas échappé. On n'est pas non plus sur les lendemains de la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction. Par contre, on est sur un sujet super compliqué parce que tout s'entremêle. Baisser les émissions, gérer les ressources naturelles, réduire la quantité de consommation d'eau, etc. Et on s'y perd totalement, il y a plein de silos. Donc planifier, c'est d'abord essayer de se dire, quand je prends un pas de recul, je regarde tout ce qu'on a à faire en même temps, comment est-ce qu'on construit des politiques cohérentes et surtout, on répartit le rôle des acteurs. Qu'est-ce qui relève des entreprises, qu'est-ce qui relève de l'État, qu'est-ce qui relève des citoyens, et on esquisse les solutions concrètes pour y arriver. Si je suis très concret, par exemple, ça ne sert à rien de parler de politique de rénovation, etc. Ce qu'il faut parler, c'est se dire, est-ce que j'arrive à changer mes chaudières pour sortir les chaudières au gaz et au fioul? Est-ce que j'arrive en matière, par exemple, de politique agricole, à planter des haies? Combien de kilomètres linéaires de haies? On en a parlé juste avant, ouais. Comment est-ce que... Et donc pour ça, qui doit agir? Et comment est-ce que je mets les moyens? Et donc du coup,
présenter ça. La bonne nouvelle, ce n'est pas gagné d'avance, c'est qu'on a montré qu'il y avait une solution pour réussir à atteindre nos objectifs en 2030. Donc c'est dans 5 ans. Ouais. Ce qui n'était pas gagné d'avance. Diviser par 2 nos émissions, c'est encore possible. Par contre, il faut se bouger les fesses sacrément pour y arriver. Et c'est pas possible en ayant des grosses ruptures, c'est possible en accélérant tout ce qu'on a engagé avec les solutions qu'on a sur la table. Et on a montré aussi qu'il fallait répartir l'effort. Car personne ne peut se planquer dans cette histoire, tout le monde a une partie du job à faire. On a souvent l'impression de dire on demande toujours la même chose aux citoyens qui doivent tout bouger, etc. Et puis qu'il y a plein de contraintes. Ce qu'on montre, du coup, c'est que la moitié de l'effort de transformation, c'est les entreprises qui doivent le faire. La moitié, c'est les entreprises. La moitié. Un quart, c'est les pouvoirs publics. Et alors, comment tu fais sans les contraindre? Parce que j'ai l'impression que l'ambiance actuellement n'est pas à la contrainte des entreprises. Alors, du coup, donc, clairement, on a une sorte de backlash en ce moment. Donc, du coup, c'est une tentative de recul et de se dire... Après, je pense qu'il faut regarder les choses. Il y a une bonne nouvelle quand même dans l'histoire. Quand on regarde concrètement... l'Europe est très différente des autres pays dans le monde. Quand on regarde concrètement ce qui se passe en Europe, on n'a pas d'énergie fossile et on n'a pas non plus de matières premières, etc. Or, ce qu'on a vu là, depuis la guerre en Ukraine, l'explosion du prix du gaz, c'est qu'on paye super cher nos importations d'énergie. Je donne un exemple. Concrètement, on importe chaque année 70 milliards et jusqu'à 130 milliards d'euros par an. Du coup, là, c'est la facture d'énergie fossile du pays. Et ça, on n'en produit absolument pas en France. Et donc, ça, il faut tout importer. Et donc, quand les prix explosent, nos entreprises, elles se cassent la figure. Donc, soit il faut donner beaucoup d'aide, et l'argent public, il est rare, soit du coup, il faut changer. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que si on veut être résilient demain pour une entreprise, et c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai aussi pour l'eau. Je donne juste un chiffre qui est super frappant, moi, qui m'a beaucoup choqué. C'est que dans l'eau, donc, pays qui se réchauffe, il y a plus d'eau qui s'évapore. Et quand même il pleut autant, il y a de l'eau qui tombe toujours en même quantité, il y a plus d'eau qui repart dans l'atmosphère et on pourrait perdre quasiment un quart de l'eau disponible. D'accord. Et un quart de l'eau disponible, ça veut dire que c'est plus que tout ce qu'on prélève aujourd'hui. Donc indépendamment des plans de sobriété, etc., on a besoin à fond de changer notre rapport à l'eau et aux usages. Et donc ces changements, l'eau, l'énergie fossile, etc., ça conduit en fait les entreprises à faire un choix entre soit je m'y mets, soit je disparais. C'est assez binaire en réalité. Alors, plein d'entreprises ne le voient pas parce qu'elles regardent le très court terme, le 6 mois, 1 an, 2 ans, et ne voient pas l'ampleur de ce changement-là. Ma conviction profonde, c'est que ça va arriver très vite. La planification a besoin de temps long. On est d'accord, toi et moi, qu'en ce moment, on est dans un backlash. Là, entre les ZFE, la loi du plomb sur l'agriculture, on est dans un recul généralisé sur la question de la transition écologique. Donc, il y a des mauvaises décisions en ce moment qui sont prises, et toutes celles que tu cites sont des mauvaises décisions. Après, ce qui est intéressant, et donc, par contre, tout n'est pas cassé. Ça, je pense que c'est important de voir qu'il y a des choses qui continuent à bien avancer. Et notamment, moi, ce que j'ai vu avec la planification, c'est qu'on ne l'a pas fait uniquement au niveau national, on s'est occupé aussi de le faire localement. On l'a fait dans les régions, on l'a fait dans les départements et on est en train de le faire, les successeurs, à la maille de la commune, l'intercommunalité. D'ailleurs, il y a les élections municipales bientôt, c'est l'occasion de faire les bons choix aussi, les bons projets. Et quand on voit maintenant ce qui se passe, c'est qu'indépendamment de ce qui se passe au niveau national, c'est un peu deux salles, deux ambiances. Au niveau national, gros backlash, tension forte, beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre et beaucoup de recul à annoncer. Ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'il y a plein de projets très positifs qui continuent à avancer et il y a des gens qui se retroussent les manches pour le faire. Et donc, la réalité de ce qui bouge sur le terrain est beaucoup plus positive que ce débat au niveau national. Et c'est là-dessus qu'il faut du coup appuyer et accélérer. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit la planification aujourd'hui, c'est surtout beaucoup de communication. Alors, du coup, je vais te demander, c'est quoi le bilan depuis 2022, depuis que tu as été en poste? C'est quoi le bilan de la transition écologique? Si je prends par exemple, alors moi je suis arrivé du coup à l'Élysée en 2017 et puis après le SGPE à partir de 2022. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du pays, ce que je note, c'est qu'elles ont baissé de 20% entre 2017 et 2024. Et 20%, c'est une très grosse accélération. C'est-à-dire qu'avant, on baissait de 1% par an, et là, en 2024, on a baissé de 6%. Donc ça te donne une métrique super forte de la façon dont les choses bougent. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, il faut continuer, il faut aller plus loin. Et par contre, c'est pas rien, clairement. Et ça, c'est vrai aussi sur d'autres sujets. Je prends un sujet super polémique qui est celui des pesticides, dont on parle très souvent, et à juste titre, parce que du coup, c'est des produits qui sont aussi très néfastes, non seulement pour l'environnement, mais aussi en certains cas pour la santé. Les pesticides, quand on regarde une chronique longue, depuis le Grenelle de l'environnement, on dit qu'il faut absolument baisser. Toutes les politiques successives disent on va baisser très fort, diviser, etc. les pesticides. Résultat, ils ont tous continué à augmenter. C'était une augmentation sans interruption pendant entre 2007 et 2017, globalement, les 10 ans qui ont suivi le Grenelle. Et donc là, ce qui a été fait au cours des dernières années, c'est une baisse de 20%. 20%. Mais c'est pas le fait de la désindustrialisation? Non, les pesticides, non, c'est pas la Ah non, pas les pesticides, excuse-moi, pardon. Ouais. Non, t'as raison, on était sur les pesticides, vas-y, continue, pardon. Donc 20% de baisse de pesticides, c'est insuffisant encore par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, il faut aller encore plus loin. Par contre, c'est un vrai changement de rythme et c'est du coup une baisse notable.
Donc ce que je dis là, c'est tout n'est clairement pas parfait et il y a du coup beaucoup d'efforts à continuer de faire et à accélérer. Par contre, il y a un vrai bilan avec des résultats du coup mesurables. Et ça, c'est pas simplement moi qui le dis en tant qu'ancien SGPE, secrétaire général de l'écologie, c'est aussi des organismes indépendants. Donc dans le climat, il y a le Haut Conseil pour le climat qui est indépendant avec des scientifiques connus, Valérie Masson-Delmotte, il y a Jean Covici, etc. qui sont dedans. Eux, ils disent effectivement, les émissions ont bien baissé de 20%. Et c'est pas que du conjoncturel, c'est une partie importante de structurel. D'accord. 2 tiers des baisses. Donc selon toi, on est en bonne voie. On est en bonne voie. C'est-à-dire qu'on avait commencé à bien prendre la pente. 2022, 23, 24, on est sur les bons chiffres. Et là, ce qu'on voit en 25, c'est qu'on commence à ralentir. Donc ça, signal d'alarme. Là, il faut pas faiblir et il faut continuer à accélérer. Et là où je suis inquiet, c'est que je vois que les signaux, et tu les as cités, par exemple, ceux du plomb, ceux des ZFE, etc., et ceux du ZAN, on voit que là, il y a des reculs, et donc du coup, il y a des signaux très contradictoires entre l'accélération qu'on devrait avoir et ce qu'on est en train d'observer. Alors, quand tu es secrétaire général à la transition écologique, tu es au cœur, à la planification écologique, pardon, tu es au cœur de la machine gouvernementale, c'est vraiment le réacteur nucléaire qui est là. Comment est-ce que tu bosses avec des associations, avec des collectivités, avec des entreprises ? Comment tu travailles ? Alors, déjà, ce plan-là, on ne l'invente pas dans notre coin comme ça tout seul. Donc du coup, c'est très nourri par les travaux qui ont été produits par tous ces gens que tu cites. Donc, toutes les assos environnementales ont fait beaucoup de travaux. Il y a des think tanks aussi qui ont structuré les choses. Il y a des entreprises qui ont mis au point des solutions. Et puis, il y a surtout les collectivités locales. Elles n'ont pas attendu l'État et 2022 pour faire de la planification. Et donc, les collectivités de longue date, elles ont des plans locaux qu'elles déploient, etc. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est pas tant de dire je réinvente tout, c'est je prends tout l'existant et comment je fais pour mettre en synergie, accélérer, débloquer, arrêter tout ce qui est incohérent et puis du coup accélérer. Donc, ce travail, il est énorme. Et d'ailleurs, il y a un résultat super important que je voudrais partager du coup avec toi, qui est, on a souvent l'impression de dire, en fait, on dit toujours c'est aux citoyens de tout faire, on le met dans des injonctions totalement contradictoires, le truc est totalement bloqué, ça n'avance pas, etc. Et on ne peut pas demander à tout le monde. Pour réussir à atteindre notre objectif en 2030 de baisse de gaz à effet de serre, on a besoin que 2 à 3% des gens fassent des gros changements dans leur vie chaque année. 2 à 3% par an. 2 à 3% des gens. Des gens. Et ça, mais attends, du coup, mais c'est quels gens ? C'est les plus riches surtout qui polluent. Et ben du coup, les gens les plus riches peuvent 2 ou 3%, c'est pas beaucoup, et ça peut être essentiellement les plus riches qui font le gros de l'effort, c'est possible. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est pour ça que les gens, c'est un vase qui est un peu compliqué à... Et, je veux dire, on a toujours l'impression qu'on demande à tout le monde de tout faire tout de suite. Et pourquoi est-ce qu'il y a des crises aussi qui se déclenchent ? Quand on dit il faut évoluer la voiture, personne ne dit il faut du coup arrêter tout de suite la voiture individuelle parce que certains sont coincés, etc. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Et c'est possible que ce soit que 2-3% des gens, parce que dans le même temps, on met la pression aux entreprises, au pouvoir public pour changer aussi en même temps. Mais alors la question est importante quand même, c'est quelle est la place de la contrainte ? Est-ce que tu penses que l'État doit contraindre des gens à changer leur comportement, notamment des entreprises, notamment des gros pollueurs ? Moi, je pense que l'État, il doit contraindre dès lors qu'on ne met pas les gens dans une impasse. C'est-à-dire, quand il y a une solution qui est techniquement possible et que c'est économiquement pas déconnant, qu'il y a les moyens de le faire, du coup, sans se mettre dans une impasse économique, dans ce cas-là, il faut avoir une première phase de pédagogie d'incitation. Tu fais référence aux ZFE, là, j'ai l'impression. À la contrainte. Les ZFE, typiquement, on met des gens dans la contrainte et sur lequel il n'y a pas de solution possible. Par exemple, je pense au sujet passoire thermique, par exemple. Quand je suis propriétaire d'un logement, du coup, de supprimer une passoire, j'ai des travaux qui sont possibles. Quand je suis propriétaire, généralement, c'est une simplification, mais je suis plutôt un ménage aisé. Et donc, je peux, du coup, financer cette rénovation pour, du coup, mettre en location quelque chose qui n'est pas une passoire. Donc là, je mets personne dans une impasse, pour peu que, du coup, les acteurs concernés, les propriétaires en l'occurrence, fassent leur part du job aussi. Alors, tu connais la discussion sur la fin du monde et la fin du mois. Est-ce que tu penses que la dimension sociale, c'est une dimension importante aussi du travail ? Parce que si c'est injuste, si l'effort est injustement réparti, on peut comprendre qu'il y a des réticences. Totalement. Donc du coup, ce qui est certain, c'est que la répartition de l'effort, elle est indispensable du coup dans les faits, parce que par ailleurs, les entreprises, elles émettent plus que les ménages, mais aussi dans la perception. Et du coup, je n'agis moi, à titre personnel, que si je sais que ce qu'on demande à mon voisin, c'est à peu près proportionné. C'est-à-dire on ne demande pas à moi beaucoup plus que ce que fait le voisin. Et ça, c'est indispensable pour y arriver. C'est pour ça que je reviens sur 50% des entreprises, 25% les... En gros, si je résume, 75% de l'effort, c'est les gros. Entreprises, pouvoir public qui doivent le faire, et 25%, c'est les gens. Et donc ça, c'est en répartition de l'effort. En répartition de l'effort, c'est ça, c'est 25% de la population générale et 75% l'État et les entreprises. C'est ça. Parce que l'État pollue les collectivités. L'État, les collectivités, oui, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Et au sein des gens, tu l'as dit, tout le monde n'est pas pareil. Et donc de ce fait, on n'a pas demandé la même chose à un ménage aisé et à un ménage pas aisé. Donc là, encore une fois, la norme, elle doit intervenir quand il y a des solutions qui existent et que c'est possible.
Tu as une question effectivement qui est importante, qui est celle des transports. Et dans les transports, tu as l'avion qui continue à beaucoup faire débattre. L'écrasante majorité des transports à grande distance se font par avion. Est-ce qu'il y a un ralentissement qui est prévu du trafic aéronautique un jour ? Alors ça, c'est une question, je pense que Jean-François Vriel, juste avant, a dû en parler aussi de l'avion beaucoup. Non, j'ai pas eu le temps de lui poser la question. Ok. Non, parce qu'il est, donc, en tant que voyageur du monde, du coup, amène du coup tous ses clients du coup beaucoup en avion et donc travaille beaucoup sur ce sujet-là. Alors, l'avion, il y a deux sujets. C'est difficile pour l'État français du coup de décider à la place des compagnies internationales ce qui se fait. Et donc concrètement, quand bien même je mets des interdictions, etc., ce que je vois, c'est que c'est des avionneurs d'autres pays, des compagnies aériennes d'autres pays qui viennent du coup en France pour pouvoir faire les transports. Donc je ne sais pas interdire l'avion. Par contre, ce que je sais, c'est de proposer des alternatives, notamment quand c'est des trajets courts internes de France, c'est proposer des alternatives en train, par exemple. Et puis c'est de travailler aussi sur... je pense qu'à la fin, on n'aura pas le choix. À l'horizon 2030, c'est possible d'améliorer les avions un peu pour qu'ils émettent moins. Par contre, dans le monde de demain, on va devoir changer notre rapport à ce transport long et à l'avion si on ne change pas autre chose par ailleurs. Donc il y a deux solutions. Soit on baisse beaucoup plus vite que prévu les émissions des entreprises, des émissions aussi du chauffage, du logement, etc. et qu'on développe les puits de carbone massivement. Et dans ce cas-là, on pourra continuer à avoir une part de l'avion. Soit ça, on n'y arrive pas. Je me souviens que Jean-Marc Jancovici parlait de 4 vols dans une vie. Maximum. Oui, mais du coup, ça, en pratique, c'est super compliqué à faire et donc de ce fait, on ne sait pas le décréter, ce truc-là. Donc, oui, c'est vrai que c'est pas décrétable. L'offre qui doit évoluer là-dessus. Et après, l'avion, je veux quand même redire que dans la proportion des émissions, c'est 2% des émissions nationales. Oui, mais c'est en croissance continue. Mais quand bien même ça reste en croissance, même si on le double, du coup, ça reste encore une toute petite part. Je dis pas que ça... En fait, c'est un problème d'un point de vue de l'équité, parce que c'est assez insupportable. C'est pas les mêmes gens qui prennent l'avion. C'est pas les mêmes gens qui prennent l'avion. Donc c'est un problème d'équité. C'est moins un problème de valeur. Le sujet le plus important dans les transports à court terme, c'est le sujet du transport de marchandises. C'est les colis. Quand on achète du coup des colis qui sont livrés à domicile, on voit l'explosion du nombre de colis, les émissions qui sont liées au transport de marchandises. Et puis c'est l'utilisation de la voiture beaucoup. Et donc là, moi je dis que la voiture, elle va continuer à être utilisée. Par contre, il faut qu'on arrive à l'électrifier. La bonne nouvelle là, c'est qu'on commence à avoir des modèles moins chers et que maintenant, quand je suis propriétaire d'une électrique, ça peut me coûter moins cher qu'une thermique dans certains cas. Et donc ça, il faut continuer à le développer. Et puis par contre, le sujet qu'on n'arrive pas à bien à travailler, c'est la logistique. La logistique, c'est-à-dire c'est les transports de camions et donc tous les colis, etc. Oui. Et ça explose. C'est vrai que ça émet quasiment la moitié des émissions du transport aujourd'hui. Ouais, c'est beaucoup plus que l'avion aujourd'hui. Le recul sur les zones à faible émission, les ZFE, c'est un recul grave. Tu le disais tout à l'heure, c'est une mauvaise décision. Moi, je pense que c'est pas une bonne décision parce que... Ça a été voté à l'Assemblée, je précise pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, moi, je regarde deux trucs. En fait, les ZFE, ça a été mis en place il y a très longtemps, à l'époque où la voiture électrique n'était pas du tout développée, à l'époque où il y avait énormément de circulation dans les villes et qu'il y avait des très forts niveaux de pollution. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas rien fait pendant toutes ces années. Quand je regarde, par exemple, l'Île-de-France ou quand je regarde la vallée de l'Arve, du côté dans les Alpes, on voit que les cartes montrent qu'il y a eu une amélioration drastique de la qualité de l'air. Là, ça se voit visuellement sur les cartes. C'était tout rouge, là, il y a encore 10-15 ans. Et c'est vrai, en Île-de-France, c'est assez spectaculaire. Et donc, les ZFE, elles ont été mises en place. Le premier effet des ZFE, c'est de dire, attention, il y a une échéance qui arrive dans 5-10 ans et qui va du coup imposer des restrictions fortes. Et donc, d'ores et déjà, mobilisez-vous. Et ça, cet effet-là, on a déjà eu le plein bénéfice. C'est-à-dire que, concrètement, les collectivités locales en Île-de-France, à Marseille, à Lyon, etc., elles ont agi pour anticiper ça, pour développer l'offre de transport en commun, pour pouvoir développer la voiture électrique. Donc là, on a commencé à avoir le bénéfice. Par contre, c'est dommage qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a les solutions, qu'on lâche l'effort. Donc moi, j'étais plutôt favorable à se dire il faut adapter pour, encore une fois, ne mettre personne dans une impasse, et pour autant, abandonner totalement le dispositif, notamment quand les collectivités, elles considèrent qu'elles sont en capacité d'offrir des alternatives à tout le monde pour pouvoir y arriver. Donc il faudrait plus de souplesse, en fait, dans le dispositif. Que, du coup, il faudrait que ce soit les collectivités qui puissent, du coup, l'assumer jusqu'au bout, ce qu'elles ont déjà fait dans la plupart des cas. Donc il ne faut pas que le dispositif disparaisse, il faut qu'il soit à la main des collectivités, idéalement, et surtout appliqué dans une perspective où on met personne dans l'impasse. Donc le cas où... C'est quoi, selon toi, l'avenir de la planification écologique ? Tu penses que ça va continuer à exister ou tu penses que ça va finir par s'arrêter ? Je parle de ça dans un monde dans lequel il y a Trump qui a été élu aux États-Unis, dans lequel il y a Poutine en Russie, dans lequel il y a Xi Jinping en Chine, dans lequel il y a potentiellement un Jordan Bardella en France. Oui. Tu penses qu'elle a de l'avenir, la planification écologique ? Moi, je pense qu'en Europe et en France en particulier, elle va continuer. Pour une raison super simple, qui est que, contrairement à la Chine, contrairement aux États-Unis, etc., l'Europe, il n'a pas d'énergie fossile, il n'a pas de matières premières, donc on n'a pas tout ça.
Et donc si on ne veut pas mourir économiquement, si on ne veut pas être totalement dépendant du gaz, enfin, des Russes, si on ne veut pas être dépendant des décisions de Trump, et puis du pouvoir de marché de Vladimir Poutine qui nous envoie ses minerais, etc., la seule solution, c'est qu'on en consomme moins. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est le synonyme d'une planification écologique réussie. Et donc notre survie économique collective, elle va passer par le fait qu'on y arrive. Si on n'y arrive pas, on va perdre totalement de notre souveraineté, on va être extrêmement dépendant, et du coup, je ne nous souhaite absolument pas. Est-ce que pour la planification, on a besoin aussi d'investissement? Est-ce qu'on manque d'investissement? Oui, massif. Alors, l'ordre de grandeur en France, aujourd'hui... C'est le rapport Draghi, je crois, qui en parlait. C'est ça, et puis on a eu un rapport aussi qui a été fait par Jean Pisani-Ferry et Salah Mahfouz en France, lui qui disait, pour la France propre, aujourd'hui on investit 120 milliards d'euros par an sur le sujet de transition, et pour les questions de climat, il faudrait faire 60 de plus, donc plus 50%, pour être au bon rythme. Et ça, c'est des milliards par an. Okay. Donc là, il y a un enjeu super fort à ça. La bonne nouvelle, c'est que du coup, c'est beaucoup d'investissements dans les infrastructures, et que ça, c'est possible de les étaler sur le long terme. Et je pense que moi, il y a des alliances entre le public et le privé qui sont nécessaires. Donc, à une période où les crédits publics sont rares, parce qu'il est par ailleurs que... donc là, c'est ce qu'on voit en ce moment, il faut redévelopper des modèles d'alliance publique-privée pour y arriver. Donc moi, c'est ce que d'ailleurs je fais maintenant aujourd'hui. Là, je travaille chez IDEX, qui est une boîte... J'allais te demander, tu bosses où? Donc je bosse chez IDEX, je suis directeur général adjoint. C'est une boîte qui décarbone l'énergie. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On construit, on finance, on développe et on exploite des réseaux de chaleur. Donc c'est ce qui est dans les villes pour alimenter les logements. Et puis cette chaleur, on la distribue aussi aux entreprises. Dans l'agroalimentaire, ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour pouvoir transformer la nourriture, etc. Et bien ça, du coup, on donne là où aujourd'hui c'est du gaz ou c'est du fuel, encore dans certains cas, on le transforme en énergie décarbonée, la géothermie, la biomasse, de l'électricité décarbonée. Et donc c'est ça concrètement qu'on fait sur le terrain. Et les acteurs comme ça, on arrive à la... Non, pas du tout, pas du tout. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande si c'est une boîte de greenwashing. Non, enfin, ça n'a pas l'air en tout cas. Donc ça ne l'est pas, donc tu vois, c'est très suivi, parce que du coup, il y a en gros, au début, avant qu'on arrive, vous développez des réseaux de chaleur, c'est ça. C'est très concret. Quand on sort, du coup, il n'y a plus de gaz et de pétrole, donc ça, c'est pas du greenwashing, c'est du réel et du concret. Et à des prix qui sont accessibles, c'est ça qui est important, parce que le but, c'est pas de faire exploser la facture. Ouais, non, il faut que ça reste à peu près réaliste, effectivement. Est-ce qu'un jour, tu reviendras dans le giron de l'État? Moi, je l'exclus pas, du coup, ça, c'est des allers-retours qui sont, à mon avis, nécessaires. Moi, je reste très impliqué. J'ai aussi... il y a un an, lancé une association, la planification écologique, qui continue le travail avec la société civile et les assos, du coup, d'agir pour développer la planification. Donc, je garde cette double casquette, à la fois associative et en entreprise. Et donc, je reste, moi, super engagé sur comment on obtient des résultats concrets. Donc, aujourd'hui, hier, je le faisais chez l'État. Aujourd'hui, en entreprise. Et puis, demain, on verra. Merci beaucoup Antoine Payon d'être venu sur ce plateau. Merci à toi. Merci à tous. Merci d'être venu répondre à mes questions. Ancien secrétaire général de la planification écologique. Je te laisse quitter le plateau. Merci Antoine. À très bientôt. Et chers amis, j'espère que vous allez toujours bien. On arrive à la fin de notre échange, de nos 2 heures ici en direct du Palais d'Iéna pour parler du dividende sociétal du Crédit Mutuel qui est le sponsor de Backseat pour l'émission de jeudi prochain. Donc vous retrouverez le Crédit Mutuel et notamment Ball, Monsieur Ball, le patron du Crédit Mutuel qui sera sur le plateau de Backseat dans le Before jeudi prochain. Merci d'avoir été avec nous toute cette matinée les copains, c'était chouette. Merci de m'avoir accompagné. Je vous fais des bisous. Il ne me reste plus qu'à conclure en vous remerciant et en vous souhaitant une excellente suite de journée. Fin d'émission, à très bientôt. Salut tout le monde.